Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yeah. Hello! Good morning, good evening, And America. good night. Good night. Welcome to the city of rock and roll. Yeah, rock and roll, Memphis. Yeah, Memphis. Mon imitation d'Elvis. Ouais, j'ai compris. Okay, c'était pas très subtil. Hein? Non, vraiment pas. C'est-tu bon ou... C'était pas la paix que j'ai entendue. OK. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Et oui, aujourd'hui, la tant attendue, longue, excellente, j'espère, biographie de Jerry the King Lawler. On vous en a tellement parlé à travers les biographies, à travers l'histoire, à travers les rétro-reviews de tout ce que Jerry Lawler a fait pour les lutteurs qui sont passés sur le territoire de Memphis, évidemment, et qui ont eu, ça a été un beau tremplin pour eux autres pour aller éventuellement à la WWF/WWE. Un clip école en quelque sorte. Ouais, un des gars qui a une bonne relation de travail avec Vince McMahon, ça a duré très longtemps. Fait que il y a beaucoup de trust, puis beaucoup de... Je pense qu'il y avait tellement une bonne chimie aussi en tant que commentateur que je pense que ça a beaucoup aidé à ce que les deux continuent à travailler main dans la main pour chacune de leurs promotions, mettons. Ouais, ça donne un grand coup de pouce aussi pour apprendre la business, là, non seulement pour être à WF plus tard, mais pour no matter what là, dans la vie de tous les jours, là, des expériences de vie. Ouais, puis évidemment, en faisant cette biographie-là, il y a deux biographies, une qu'on n'a pas faite, puis je dis biographie parce que je vais mettre en parenthèse DVD ou biographies qu'ils ont faites sur A&E de AEW. Pas d'AEW, de WWE. Ouais. Jerry Lawler puis Paul Heyman, ça a été les deux historiques histoires que j'ai suivies qui m'ont un peu allumé en tant que fan de lutte puis en tant qu'artisan de lutte, dans le sens où, tu sais, mettons, aujourd'hui, on fait un podcast, puis ça fait 3 ans, plus de 300 quelques épisodes, bientôt 4 ans, en fait. Puis, on fait des podcasts, on a des invités, on a eu la chance d'interviewer des légendes, des vedettes, des lutteurs québécois, des lutteurs locaux, peu importe. Puis, on fait, avec la photo, avec la vidéo, de créer des moments de lutte comme ça. Puis, quand je vois un Paul Heyman que lui, il a commencé comme juste à prendre des photos au bord du ring au Madison Square Garden parce qu'il était curieux puis qu'il a réussi à souffler dans le business parce que c'était sa passion. Quand je vois un Jerry Lawler avec ses dessins, avec comment il est devenu, comment il a monté dans le business, comment il a fait son nom, je regarde ça puis je ne suis pas en train de dire que je vais travailler à WWE demain matin, mettons. Là. Mais juste, je trouve ça cool d'avoir une passion puis de faire des petites affaires puis que ça développe quelque part à un moment donné quand tu aimes vraiment quelque chose. Là. Ouais. Fait que, c'est ça que ça m'a fait penser en écrivant le résumé de la biographie de Jerry Lawler et en écoutant Paul Heyman. Ça faisait longtemps que j'avais écouté, mais ça m'a fait penser à ça en même temps parce que c'est les réflexions que j'avais eues quand j'avais écouté son DVD qui était sorti il y a quelques années déjà. Hello, my name is Paul Heyman. Ouais, très, très, très bon. Puis je pense que sa biographie joue en fin de semaine ou la semaine prochaine, je pense. Dimanche prochain, je pense qu'il y a un double special là, sur les biographies. Là. Okay. Donc, c'est pas ça qu'il dit, c'est... Attends, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? My name is Paul Heyman. Oh. Ouais, c'est Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. Ouais. C'est ça, exact. Ouais. Fait que belle pochette en plus. Ouais, et ouais, avec les mains de barbelés, je pense. Là, ouais, exact. J'ai ça quelque part en chambre. Ouais, évidemment. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de. Ben, ils n'en font plus maintenant, je pense. Là, ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté. Là. Je pense que j'ai plafonné pas mal, je pense. Ouais. Bon, fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va être la biographie du King Lawler. Mais avant, on va vous inviter évidemment à aller voir nos derniers rendez-vous qu'on a fait. Et quand je parle de dernier rendez-vous, ben, on parle de TNA d'hier à aujourd'hui dans l'histoire, un résumé de ce qui s'est passé à travers les années avec TNA de leur début en 2002 jusqu'à Slammiversary 2024 la semaine passée où on était présent du côté de l'auditorium de Verdun avec une foule record pour la TNA en plusieurs années d'existence. En 10 ans? Oui, puis aussi, si vous écoutez la journée que ça sort le dimanche, ben, ce soir c'est Battle War. Donc, on a fait un résumé de notre preview de Battle War. Il y a un match qui est sorti qu'on n'avait pas parlé sur la carte qui est sortie aujourd'hui. On l'a racheté sur nos réseaux sociaux, évidemment, au courant de
où ce que ça va sortir. Puis c'est ça. Fait que Amy, on a fait notre résumé de Main Event Wrestling, notre résumé de Slammiversary et notre résumé et notre preview de Battle War. Fait que vous avez quand même pour votre argent partout sur les réseaux. Même si vous ne payez pas une crise de scène. Exact. On a-tu mis d'autres choses? On a mis d'autres choses aussi. On a mis... C'est quoi le podcast qu'on a sorti vendredi? Vendredi? Ouais, le podcast qu'on a tourné hier, c'était quoi? Qu'est-ce que tu m'as pas envoyé encore? Bon, on vient de tourner. Qu'est-ce que tu viens de parler qu'on vient de tourner hier? Ah, t'as raison, toi, c'est. Voyons, toi. Ah, ben ouais, je suis dans l'une. Fait qu'on est-tu prêt pour commencer ça, Jerry Lawler? Ouais, je suis prête. Allez, vas-y, il y a Burger King. Un vrai Chris de clown. Et là, Chris, c'est lui qui portait ça dans le temps. Il niaisait en portant que Burger King. C'est la référence, c'est tout. Évidemment, Jerry Lawler est né à Memphis. Donc, welcome. La référence est Elvis. Tu vas passer à tous les fois, tu vas dire Memphis, là. Non, parce que je vais le dire souvent. Son père travaillait pour Ford, donc évidemment, une job très payante pour les années que c'était, puis très masculin avec la mère à la maison, le père qui travaille pour une compagnie de chars, Ford, une grosse compagnie internationale. Mais par contre, sa famille était très pauvre parce que dans ce temps-là, tu avais un salaire, puis tu avais la femme qui s'occupait des enfants, puis tu avais juste un revenu, la vie, évidemment, augmentait déjà à ce moment-là, dans les années 60-70, mais c'est une famille très pauvre, même tellement pauvre que son père a dû déménager la famille du côté de l'Ohio pour pouvoir accepter une augmentation de salaire avec la même compagnie, mais qui allait lui donner des meilleurs avantages, un meilleur salaire en travaillant à l'extérieur de son territoire à lui. Donc, déménager en Ohio, dans la région de Cleveland, et c'est à ce moment-là que Jerry Lawler, quand ils sont déménagés du côté de Cleveland, qui a commencé à découvrir le sport professionnel. Puis là, quand je parle de sport professionnel, je parle pas de lutte, mais je parle de baseball, football, tout ce qui est sport autre que la lutte, là, pas les sports de combat, mais vraiment des sports. Puis Jerry Lawler a eu comme un sentiment d'appartenance avec la ville de l'Ohio, avec Cleveland en général. Puis même à ce jour, a toujours gardé une bonne relation avec la ville de Cleveland. A aussi continué d'encourager fortement les Browns de Cleveland, entre autres, et évidemment les anciens Indians qui sont rendus les Guardians du côté du baseball majeur. Fait que non, a toujours a continué, même après son déménagement de Cleveland, parce qu'on va en reparler, a toujours continué à... Cleveland, c'est comme devenu sa ville adoptive, si on veut. Toujours continuer à suivre ça. Par contre, la famille de Jerry, après, a dû revenir du côté de Memphis parce que son père a été très malade, a subi un arrêt cardiaque, ce qui a fait en sorte que, non, il n'était pas décédé sur le coup, mais fait en sorte que l'anxiété, tout ça, le fait de déménager, a créé beaucoup de stress à son père. Donc, avec l'arrêt cardiaque, il a décidé de quitter la compagnie Ford qui probablement le stressait beaucoup. Puis a décidé d'accepter une job, même s'il était pauvre, un peu moindre. Puis il est allé travailler dans une aréna qui était du côté de Memphis. Donc, il était revenu travailler dans une aréna du côté de Memphis où, dans cette aréna-là, évidemment, vous voyez où je m'en vais avec ça, avait des galas de lutte professionnels. Et vu que le père de Jerry travaillait là, Jerry avait accès à des billets gratuits pour aller voir les spectacles de lutte professionnels. Le chanceux. On aime ça, du monde on n'a pas, nous autres, hein? On n'a pas de famille qui travaille pour la WWE. Non, mais on va quand même plusieurs shows, là. Ouais, j'avoue qu'on a vu pas mal. Ouais, on n'a pas à se plaindre, Non, exact. Évidemment, en allant à ces shows-là, c'est là que l'amour de la lutte professionnelle a commencé à titiller M. Jerry Lawler. Et ce qui arrivait, c'est que Jerry Lawler, oui, aimait la lutte professionnelle, mais Jerry Lawler aimait surtout dessiner. Donc, tout au courant de sa carrière et de sa vie, même à ce jour, c'est une de ses passions. Il dessine très, très bien, d'ailleurs. Ce qui est bon, ouais. C'est incroyable. Vraiment, vraiment bon. Puis ça, c'est peut-être une pièce de collection que je n'irais pas avoir un dessin que Jerry Lawler a fait. Je trouve que ça pourrait être
quelque chose d'intéressant. Tu te souviens-tu, parlant de dessin, quand il avait fait l'affaire avec le Warrior, avec la grosse peinture? Ouais, ben oui. On avait parlé, ça. Ouais, c'est lui qui l'avait dessiné, le Warrior, là-dessus. C'est malade, là, il est fucking beau en plus. Là. Ben, en fait, c'est pas à travers la table, parce que tu nous avais présenté une peinture d'un enfant là, que Chad t'avait donné, puis tu avais parlé de ce segment-là. On va le retrouver, m'en mettre pour montrer au monde. Puis, non, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que Jerry prenait des photos des lutteurs, puis, à un moment donné, c'était comme rendu un scénario. Fait que, tu sais, mettons, il prenait deux lutteurs en train de faire le début de match. Après ça, tu sais, mettons, un lockdown, une prise en 4, un comeback, tu sais, des punchs, la fin, puis la célébration du champion, puis les entrées. Fait que ça faisait comme vraiment une histoire, mais en dessin. Fait que ça créait une histoire en dessin. Puis, évidemment, tout le monde capotait là-dessus. Les lutteurs, ben, ils voulaient voir ça. Puis, ce que Jerry faisait avec ça, ben, lui, il vendait pas ses caricatures, rien. Il vendait pas ses dessins. Il les donnait aux fans. Puis, ceux qui en voulaient, ben, tiens, voici des souvenirs. Vous êtes venu au show à soir, ben, tiens, j'ai dessiné ce match-là, exemple. Fait que, donnait ça aux fans. Fait que très, très cool, là, pour vrai. Ouais. Puis, tu sais, lui, en même temps, il regardait tellement de matchs de lutte qu'à un moment donné, ben, il s'est dit, bah, tu sais, je vais faire quelque chose avec ça. Puis, ça lui a permis aussi d'étudier la lutte, d'étudier les moves des lutteurs, d'apprendre à connaître ce que les lutteurs allaient faire, parce qu'évidemment, on le sait, quand on fait de la lutte, oui, on bâtit des matchs, mais souvent, c'est des répétitions qu'on refait de match en match, mais d'une façon différente. Mais ça reste pas mal le même moule, les mêmes moves pareils, tu sais. Et voici le dessin en question que je parlais. Ouais, sur YouTube, allez voir ça. Et voilà. Très, très beau dessin. C'est beau. Puis, je sais pas si je pense que ça a été vendu pour une œuvre de charité, ça, non? Ben, je sais pas. Le portrait, il a se marché sur la tête. Fait que je sais pas ce qui est arrivé avec le dessin, là. Bon, sûrement qu'elle avait une copie ou bien que... Ah, j'imagine, mais je sais pas. Peut-être, ça se peut. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, à un moment donné, il a donné un dessin à un fan, puis ce fan-là, il a dit hey, tu devrais envoyer ça, tu devrais envoyer ça aux promoteurs de Memphis, puis à tout ça dans la région. Je suis sûr qu'ils capoteraient sur tes œuvres, puis ça pourrait, je sais pas, t'ouvrir des portes ou peu importe, faire quelque chose, parce que Memphis Wrestling, c'était la grosse promotion, évidemment. À un moment donné, Jerry a décidé d'aller montrer d'envoyer ses arts à Lance Russell, qui était le promoteur de Memphis Wrestling. Puis, ce qui est fou là-dedans, c'est que ils ont montré à la télé. Fait que, lui, ce qu'il faisait, avec les dessins de Jerry Lawler, il faisait des résumés des matchs avec les dessins de Jerry Lawler à la télé. Fait que, si vous n'avez pas vu le match, ben voici ce qui s'est passé en dessin. Comme un play-by-play, mais en dessin. Ouais. Fait que c'est hyper créatif pour ces années-là, honnêtement. Là, c'est vraiment, vraiment out of the box, je trouve. Là, de la crise de job aussi. Là. Ouais, c'est bol. Parce qu'à un moment donné, oui, tu le fais pour le fun, mais là, quand le promoteur commence à te dire, ben là, j'aimerais ça avoir tous les matchs, ok, faut que je travaille, hein? C'est bien de la job, hein? Ah ouais, c'est ça, puis avoir un beau clin d'œil. De la job, puis des fois, ça te tente moins. Puis, ce qui est arrivé aussi après ça, c'est que un certain Fargo, un certain Jerry Fargo qui a demandé à Jerry. Jackie. J'ai dit Jackie Fargo ou Jerry Fargo? C'est Jerry Fargo. Parce que Jackie, parlait à Jackie Fargo. Ouais, c'est ça. Jackie Fargo qui a demandé de rencontrer Jerry suite au dessin. Puis Fargo qui était un brawler très populaire sur le territoire, là, qui était la grosse vedette de Memphis. Il attirait les foules. C'était pas mal, mettons, je veux pas exagérer, mais le Hulk Hogan de Memphis, un peu, dans le sens que c'était la grosse vedette du territoire. Puis si Fargo te demandait à te rencontrer, ben tu y allais. Puis Jerry Lawler n'en revenait pas. Là, comme voir que Jackie Fargo veut me rencontrer. Moi, personnellement, je connais de nom loin, mais je connais pas tout ce que Jackie Fargo a fait, à part parce que là, j'ai lu les biographies puis je sais un peu ce qu'il a fait, mais je veux dire. Tu veux-tu un fun fact sur Jackie Fargo? Ben, pas nécessairement sur lui, là. C'est ton mon oncle, c'est ça?
Non. I wish. Non, mais non, pour vrai, tu sais, évidemment, Jeff Jarrett, puis le monde en même ont fait le fameux strut, là, comme ça, d'un bord puis de l'autre. Ben, je l'avais, mais vas-y, ouais. vas-y. C'est lui qui a fait ça en premier, le Fargo strut. C'est ça que le monde imite depuis des années, là. Même, dont Jeff Jarrett, évidemment. Puis avant de continuer de parler de Jeff Jarrett, là, juste vous rappeler qu'on épelle son nom G-F-F-J-R-R-E-T-T. By the way, je sais pas si t'as vu, t'as vu, tu t'en as mis sur Dynamite, tu m'as dit tantôt, là. Ouais. Mais il est présent en Chris, Jeff Jarrett, dans des scènes, c'est malade pour vrai. Puis au taping de Rampage, là, il va être attaqué par Hangman Page. Non, on a-tu ressuscité Jarrett avec sa biographie? Je sais pas, mais pour vrai, là. Depuis ce temps-là, là, il est tout le temps là. Il fait de la crise de job. En plus, il tourne babyface, c'est malade. Ouais. Ouais, là, il va falloir peut-être aller à AEW bientôt, aller voir Jeff Jarrett en personne pour au moins vivre tout ça une fois pour vrai, c'est mon. À ça, c'est un de mes affaires bucket list. Je veux voir Jeff Jarrett au moins une fois dans ma vie en personne, puis il jaser, c'est vraiment de quoi, parce que. On se parle après le podcast. C'est bon, parfait. Puis là, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, j'allais le dire, ben, il a popularisé ça. Puis bien avant Ric Flair, bien avant Jeff Jarrett. Et aussi, il était reconnu pour sa longue chevelure blonde. Fait que, tu sais, vous voyez un peu le pattern de Ric Flair, de Jeff Jarrett, un peu, qui sont dans le même moule avec la même petite danse. Donc, c'est cool, tu sais, je veux dire. Ça se passe de génération en génération. Il y a MJF qui le fait beaucoup aujourd'hui aussi. Ça, puis tu avais... Même Ziggler, à un moment donné, il le faisait. Il y avait un peu ce style-là en heel. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai rien contre. Je trouve que c'est un beau ton. Puis c'est ça. C'est cocky, c'est cool. Ça met de la heat. Ouais, ça met de la heat. Fait que c'est ça. Puis... à partir de ce moment-là, Fargo avait une petite business avec un partenaire, une business de radio à Memphis. Puis il a dit, il a offert un job à Jerry Lawler parce qu'il appréciait beaucoup son éthique de travail, sa passion pour la lutte, sa passion pour l'art. Puis il trouvait qu'il s'exprimait super bien. Fait qu'il a donné une gig de radio où Jerry Lawler avait sa petite émission de radio. Puis c'est Memphis, qui est quand même un endroit très populaire pour la musique, la radio, les arts, la communication en général. Mm-hmm. Fait que, non, c'était super intéressant. Puis, Lawler disait dans une entrevue que c'est à cause de la radio puis de la gig que Fargo, que c'est là qu'il a pu développer son charisme, développer son mic skills pour qu'est-ce qu'on sait qui va arriver plus tard pour ses gigs de commentateur, puis évidemment, un des meilleurs talkers de l'histoire de la lutte professionnelle, hands down, main à terre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, on le sait, on pourrait quasiment en témoigner, là. En tout cas, moi, personnellement, depuis que je fais un podcast, à chaque semaine, on fait 2-3 fois semaine des fois, ben oui, je fais aussi de la formation dans la vie. Fait que je parle beaucoup, je fais de la présentation. Ben, le podcast m'a aidé à faire ça. Fait que, c'est plus facile de trouver des mots quick puis de savoir que quand tu connais ton sujet, de boum boum, ça sort tout seul. Fait que, évidemment. Lawler a découvert une autre petite promotion du côté de Memphis qui était avait beaucoup moins de visibilité que la Memphis Wrestling Promotion. Et évidemment, Lawler voulait vraiment lutter. Donc, tu sais, oui, c'était le fun de faire tout ce qu'il faisait, mais tu sais, il était fan, puis évidemment, on sait quand t'es fan, tu as le goût d'essayer au moins ça une fois dans ta vie, voir qu'est-ce que ça va donner, essayer de faire le sport. Et il est allé voir la dite promotion, puis il a dit « Hey, moi, j'aimerais ça lutter pour vous autres, puis by the way, j'ai déjà lutté, là, je me suis entraîné en Floride, puis tu sais, je pourrais quasiment commencer, tu sais, vous pouvez me faire 1 ou 2 trainings, mais je serais prêt à commencer, j'ai pas mal d'expérience derrière la cravate. » Évidemment, ce qui était totalement faux. Là. Il a menti pour essayer de lutter. Fait que, puis là, le gars, il était pas sûr au début. Ah ouais, t'as fait ça, non. Puis il dit ouais, puis aussi, je fais de la radio. Fait que ça serait facile pour moi de faire de la promotion de votre show. Fait qu'aussitôt qu'il a dit ça, le gars, il a fait OK, parfait, tu fais de la radio. Ben, toi, ben oui, tu peux commencer à lutter. Puis non seulement, il a dit ben oui, tu peux commencer à lutter, mais il a main eventé quasiment directement les shows quand il a commencé. Puis évidemment, il était green as fuck. Puis, mais green as fuck, mais par contre, il avait tellement étudié de lutte qu'il était capable de se débrouiller pareil, puis il n'avait pas l'air fou.
dans le ring. Puis il s'est fait booker immédiatement avec un de ses amis proches dans un main event tag team match. Puis là, évidemment, ce que ça a créé, c'est que Fargo, qui l'avait engagé pour la radio, il est allé voir Lawler, puis il a dit si t'arrêtes de faire de la pub pour les autres dans le show de radio qui est aussi ma compagnie, je vais m'arranger pour te faire booker à Memphis Wrestling parce que je connais bien le promoteur, évidemment, parce que c'était la star de là-bas. Puis il dit je vais m'occuper de toi, puis je vais faire en sorte que tu sois bien. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de faire de la promotion puis que tu quittes l'autre promotion. Puis ce que Jerry Lawler a fait, évidemment, parce qu'il avait un grand respect pour Fargo. Fargo, il avait donné beaucoup de chance, puis qu'évidemment, son rêve, c'est d'aller voir le Memphis Wrestling parce que c'est la promotion qu'il avait écoutée quand il était jeune. Puis qu'il allait voir quand son père qui travaillait à l'arène. Un sentiment d'appartenance plus qu'à l'autre place, qu'il était le jeu pour se faire un nom. Puis c'est ça. Lui, dans le fond, il voulait juste sa chance. Puis là, le Memphis Wrestling donne sa chance. Fait que ça sert à rien qu'il reste à l'autre promotion. Puis il allait être mieux entouré de toute façon avec des pros. Jerry Jarrett, promoteur, scripteur aussi, a vu tout de suite le potentiel, on parlait de Jarrett, a tout de suite le potentiel de Lawler et surtout son habileté avec le micro. Donc Lawler avait déjà commencé quelques temps avant les gigs de radio. Et Jerry Jarrett tout de suite a dit en entrée de jeu, Jerry Lawler, ça va être le prochain gros nom de la lutte professionnelle, puis probablement un des meilleurs dans le territoire qui aurait jamais existé. Donc, on dirait bien que Jerry Jarrett avait beaucoup de flair parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Beaucoup de flair, c'est ça que tu allais dire? Non. C'est moi ou là-dessus, Jackie Fargo dirait un petit peu Luigi Pro avec des cheveux blancs. C'est vrai qu'il ressemble à Luigi! Wow! mais Luigi a l'air quand même plus en forme que lui. Oh oui, non. Je parle pas pound for pound, là. Je parle juste en général. Là. Je trouve ça drôle. Puis, beau bronzage, check les cuisses. Mais pour moi, il y avait ses thèses qui se rendaient jusqu'à un certain point. En juillet 1974, Fargo et Lawler vont s'affronter pour la NWA Southern Heavyweight Title, mais aussi ce qui va devenir le combat, ce qui va devenir le roi de Memphis. Évidemment, Fargo était sur la pente descendante et commençait tranquillement à se retirer du monde de la lutte. Il n'était pas jeune. Il n'est pas jeune. Puis, c'est pas là que je le dis. Puis, tu le dis depuis une couple de semaines, ça. Je sais. Puis Lawler, c'était son protégé. Jerry Jarrett qui l'avait endossé. Tout allait bien. Il parle anglais. Fait que, c'est ça. Jerry Lawler va finalement battre Jackie Fargo pour devenir le nouveau roi de Memphis. Et croyez-moi, c'est pas juste un titre dans un match de lutte. Littéralement, le roi de Memphis. Il va remporter le championnat NWA Southern Heavyweight Title. Et évidemment, quelque chose qui a été fait par Jerry Lawler dans ces années-là puis qui n'avait jamais été fait avant, vraiment de cette façon-là, c'est que Lawler va créer des promos incroyables sur le territoire, des promos très heel et très... il va aller loin dans ses propos, mais il va mixer ça aussi avec de la comédie. Fait qu'il était capable d'aller... Puis tu sais, tu regardes un peu le style de MJF aujourd'hui, je trouve que ça ressemble pas mal à du Jerry Lawler quand j'ai regardé les promos que j'ai vus pour préparer cette biographie-là. Là. Je trouve qu'il était inspiré beaucoup de la vieille génération. Là. Moi, je trouve que MJF, c'est pratiquement un mix entre Lawler et Roddy Piper mis ensemble, les deux pareil. Là. Je pense que c'est les deux qui ressemblent le plus côté promo. Là. Ouais, puis même dans son style de lutte, je pense qu'il y a un peu de Jerry Lawler là-dedans. Évidemment, MJF est un meilleur lutteur dans le sens où c'est plus moderne, ils sont plus en forme, puis c'est une autre époque. Là, mais... Côté moveset, on est ailleurs aussi, c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est normal. Ça. Avec les générations, tu peux pas... tu gagneras pas avec un clothesline. Quoi que je dis ça, mais des fois, ça dépend. Ça dépend. Fait que c'est ça, comme je disais, il va créer des promos incroyables. Puis, Jerry Lawler devient rapidement une méga star du côté de Memphis. Ça a été vraiment quelque chose qui l'a popularisé. Évidemment, en battant Fargo, c'est comme s'il battait l'enfant chéri de Memphis. Puis dans la Memphis Wrestling, fait qu'il était reconnu partout dans la rue. Ça devenait vraiment une méga star. Fait que ça l'a propulsé Lawler. Et au même moment, Jerry Jarrett va mettre fin à son association comme copromoteur avec le promoteur de Memphis Wrestling, M. Glass.
Et l'autre propriétaire, c'est ça, avec l'autre propriétaire, puis il va fonder la CWA, donc sa propre promotion. Et c'est drôle parce que Jerry Jarrett qui fonde sa propre promotion, Jerry Jarrett plus tard qui fait un peu la même chose. Il y a des ressemblances un peu dans tel père, tel fils. Et, exact. Jerry Lawler était tellement redevable envers Jerry Jarrett pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Jerry Lawler était un gars loyal. Donc, il va décider de suivre Jerry Jarrett dans la CWA et va même devenir copropriétaire de la promotion avec Jarrett pour propulser le monde de la lutte à Memphis et en faire quelque chose de plus gros avec une meilleure vision pour la lutte professionnelle. La place où aller à Memphis si vous voulez être une star. Exact. Et ça va faire en sorte qu'évidemment, vu que Lawler, c'est le nouveau King de Memphis, puis je ne l'ai pas mentionné, mais tu sais, c'est à partir de ce moment-là aussi, quand il est devenu le King de Memphis, que c'est Jerry the King Lawler. Là. La vraie gimmick du King a commencé là. Donc, juste pour que vous le sachiez. Et évidemment, vu que Lawler abaisse toute cette réputation-là maintenant et Jerry Jarrett avec lui, ben, ce qui est arrivé, c'est que le fanbase, toute la population lutte de Memphis s'est rangée du côté de la CWA et a laissé tomber pas mal Memphis Wrestling et son propriétaire qui a commencé à chuter jusqu'à s'en noyer quasiment. Fait que, c'est ça qui est arrivé. Mais évidemment, aucune surprise là-dedans. La bataille des territoires, quand tu as le plus populaire, souvent, ça t'aide à remporter cette guerre-là. Ben oui, c'est lui qui vend l'étiquette, qui fait de l'attraction pour ton show. Fait que... Et ça a pris 3 ans avant qu'ils mettent complètement hors of business. Ouais. Out of business, l'autre compagnie. Fait que 3 ans, c'est quand même rapide. Là, quand que... Ah ouais. Ça a l'air long, mais ça va vite quand tu es dans le day by day. Là. À ce moment-là, il était tellement big qu'à chaque fois que Lawler était sur un événement, à chaque fois qu'il était sur un événement, les salles se remplissaient à vue d'œil. Puis juste pour vous dire à quel point Lawler était big à ce moment-là, quand Jerry Lawler était booké sur un show, le show que Jerry Lawler était dessus vendait plus que les shows du Madison Square Garden. Fait que c'est pas peu dire, là. Le Garden, c'est la plateforme de lutte par excellence. La Mecque. La Mecque de la lutte, et Lawler battait le Madison Square Garden pour les ventes de billets. Fait que... Ouais, c'est fou, ça. C'est malade qu'on ne vivra pas ça aujourd'hui, mais on le voit, mettons, avec un The Rock quand il est retourné pour la WrestleMania Season, comment les SmackDown se remplissaient. Puis, c'est sûr que c'est pas juste un gars qui remplit le building, mais à cette époque-là, c'était quasiment ça. Là. C'était quasiment un gars qui remplissait le building au complet. C'est pourquoi que le gars, les top stars étaient payés vraiment haut, puis que les autres étaient vraiment bas. L'argent allait vraiment aux gars qui mettaient des culs dans les sièges. Des culs dans les sièges, c'est ça. Et Lawler était aussi propriétaire de la CWA, et Lawler va remporter le titre CWA contre Superstar Billy Graham. Donc, le premier titre que Lawler... Juste lui. Juste Superstar Graham dans un combat, puis qu'on parlait de sell-out des arenas, mais c'est Billy Graham, je pense qu'il y a quelque chose à voir aussi avec un sell-out d'arena, honnêtement. Oui, c'est un lutteur ultra populaire, un des lutteurs préférés de Triple H, d'ailleurs, Superstar. Et puis Hulk Hogan aussi, il a pratiquement copié son personnage. Ouais, c'est vrai. Copier-coller, c'est on l'avait dit dans la biographie de. Oui, c'est pareil. Billy Graham, c'est l'Hulk Hogan de son temps, sauf qu'il était moins échiquier en bout de ligne. Hogan était plus populaire ever, mais c'est le même genre de gars, quasiment pas de cheveux sur la tête, la moustache, les muscles, les promos, puis pourquoi tu ris? Ben non, mais j'allais dire, Hogan était meilleur que Graham dans les promos, non? Quoi que j'ai pas vu tant de promos que ça de Billy Graham. Là. C'est ça. Il était meilleur peut-être, oui, là, mais c'était vraiment le même principe. Là. C'était le même moule, sauf qu'il change. C'est comme quand tu prends un texte de quelqu'un d'autre, mais tu changes une coupe de mots une fois de temps en temps. Ouais, je comprends, ouais. OK. Ah, c'est bon. Puis, évidemment, ce qui est plate pour Lawler à ce moment-là, c'est qu'il va devoir manquer quelques mois parce qu'il va se fracturer une jambe. Donc, il va manquer la majorité du reste de l'année de 1981. Imaginez, on est juste en 1981, c'est quand même incroyable. Puis, Lawler, c'est top star. Top star, méga star. Ouais. La vraie méga star, pas comme LA Knight, là, hein, TJ?
Elle est qui? Je connais pas. Ouais. Puis, pendant qu'il s'est brisé la jambe, évidemment, il y avait juste un petit complément d'information. Il était en rivalité avec les Fabulous Freebirds. Pas eux autres. Ah oui, le Freebird Rule, ça part d'eux autres, ça. Ben oui. Évidemment. 1982 est une année charnière dans le monde de la lutte et est une année charnière dans la carrière de Jerry Lawler et on peut dire que le kayfabe battait à son plein. Puis il y en a un qui a beaucoup aidé au kayfabe et qui tenait à ce que le kayfabe soit respecté. Puis ça, évidemment, je parle du fameux Andy Kaufman. Andy Kaufman qui était un fan de lutte à la base, qui était souvent au Madison Square Garden pour aller regarder les shows. Son rêve était de faire un show lui-même au Madison Square Garden, parce que je vais vous en reparler, mais il faisait des, en parenthèse, /comédie show de lutte. Kaufman, c'est un comédien, c'est un acteur qui a fait sa renommée, entre autres, avec SNL. Puis qui a fait aussi le show Taxi, qui était... Saturday Night Live, pour ceux qui Saturday savent Night pas Live, SNL. Ouais, c'est vrai. Saturday Night Live, c'est vrai. Qui ne sait pas c'est quoi SNL? Tout le monde a déjà écouté au moins une fois dans sa vie. Au cas où, là, je sais pas. OK. T'écoutais ça, toi? Je me souviens, quand on était plus jeune, t'étais quand même assidu, t'écoutais ça souvent. Hein? J'écoutais ça souvent. Ça, j'aimais bien aussi Mad TV là, à Fox. Ouais, c'est vrai. C'était bon avec Will Sasso, c'est drôle. Et Will Sasso Will Sasso, quand il y a eu l'application Vine, c'était vraiment la vedette de Vine. Les petites vidéos virales sur Internet, c'est Will Sasso qui a parti avec son citron. Puis à ce moment-là, où je me souviens, je travaillais avec Magie, notre collègue, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Alex, puis on écoutait, dans nos pauses, on écoutait des vidéos de Will Sasso sur Vine. Fait que, petit complément d'information pour ceux qui ont déjà vu Alex sur le podcast. Je te salue, Alex, sûrement à l'écoute, comme dirait un certain Handsome JF. On va le revoir éventuellement. On vient de nous parler d'AEW. Il est encore fan ou il est tourné? Je sais pas. On va l'inviter pour SummerSlam peut-être à la place. C'est bon, ça. Ouais. Peut-être qu'on venait l'écouter avec nous autres en live. Ça se pourrait. Il est à côté. Peut-être. On a lancé l'invitation. Dans 2 semaines déjà. Même pas. La semaine prochaine. Carrément. Kaufman a introduit la lutte dans ses spectacles. Fait que, comme je disais, il y avait souvent des genres de parodies / matchs de lutte. Puis lui, il se battait juste contre des femmes à ce moment-là. Fait que ça, chose à préciser. Fait qu'il s'avait surnommé le roi du intergender. C'était ça son autre personnage. Fait que c'est le gars qui se battait contre des femmes, puis qui battait les femmes, puis qui gagnait. Fait que si tu vas avoir de la hate, puis que tu veux te faire détester, c'est ce que Kaufman voulait, puis c'est ce que Kaufman a eu. Un personnage qui était dur à suivre, que tu sais jamais s'il était in gimmick ou qui était dans la réalité. Ouais. La ligne était très, 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 très mince. Évidemment, je vous lance l'invitation. Ceux qui n'ont pas vu le documentaire de Jim Carrey quand il fait The Man of the Moon, allez voir ça, parce que Jim Carrey, pendant le tournage, a fait exactement Andy Kaufman, puis il a été en personnage tout le long du tournage, ce qui devenait assez lourd pour les acteurs et pour les techniciens, parce qu'il était vraiment, vraiment très lourd, mais c'est quand même un bijou de voir ce qu'il a fait. C'est de l'art pur et dur. Donc, ce qui est arrivé aussi, c'est que Andy Kaufman a proposé dans le temps à Vince Senior de faire un show, de faire une gig au Madison Square Garden pour mixer son art avec la lutte et la WWF. Et Vince Senior a refusé parce qu'il disait que c'était pas un très grand fan du show business. Au contraire de l'autre, hein? On voit que le père et le fils pensaient pas pareil, hein? Ouais. Sauf que le père est pas mal plus révéré que le fils est en site. Ouais, ça serait intéressant à un moment donné de parler de Vince Senior, ce qu'il a fait dans la lutte. T'sais, si on veut vraiment aller dans le old school. Là, un jour, on peut pouvoir faire la biographie tout simplement de Vince McMahon tout court. Là. On pourrait. Évidemment. Ça serait long, là. C'est sûr. Mais... Ça serait long, mais on pourrait faire un two-parter au pire. Ouais, on se gardera 1 heure pour une chronique plus judiciaire, si on veut. Ouais, on fera un podcast 18 ans et plus. Exact. Sur Patreon only. Ouais, c'est ça. Ouais. On a essayé, puis c'était pas bon. Kaufman et Lawler se font mettre en contact et cherchent une façon de faire de la business ensemble. Lawler qui est très ouvert, évidemment, à l'exposure que Kaufman peut lui procurer. Et
Kaufman est très ouvert à participer à plus de shows de lutte et il voit alors là une bonne occasion de faire ce qu'il désirait faire avec Vince Senior. Donc, vu que l'autre, c'est un très bon un lutteur très populaire du côté de Memphis, ben, ça pouvait peut-être faire ce qu'il espérait avoir de l'autre compagnie. Lawler viendra stopper un assaut pendant un combat de Kaufman dans ces fameux combats Enter-Gender. Puis c'est ça, la façon qu'ils ont commencé ça, c'est que lui, à un moment donné, il marchait sur une femme, puis il a essayé de l'attaquer après le match, puis que Lawler était intervenu, il a fait « Hey, Gabriel, on ne peut pas faire ça », puis là, ils ont comme commencé leur mini-guerre comme ça, de cette façon-là. Les deux vont finir par s'affronter sur le territoire dans un match du côté de Memphis. Un combat dominé par Lawler où il va y faire 2 pile drivers consécutifs et va remporter le match contre Kaufman. Et Kaufman ne se lève pas. Se lève pas. Puis là, Lawler dit à l'arbitre, écoute, il faudrait que tu dises qu'il se lève parce que moi, je paye pour les heures de l'aréna, la location de l'aréna. Tu payes pour ce temps de ring-là, moi, là. C'est ça, je paye pour ça, puis je veux pas dépasser parce qu'il se réveille pas. Puis l'arbitre va voir Kaufman, puis il dit non, il va falloir que tu me trouves une civière et une ambulance, moi je sors pas d'ici. Puis Kaufman ne se lève pas, fait qu'ils finissent par trouver une civière, ils sortent en ambulance, l'amènent à l'hôpital. Évidemment, Kaufman n'avait absolument rien. Là. Oh, ouais. À l'hôpital, il est arrivé là-bas, il a fait ben, vous avez rien, monsieur. Là. Puis là, il a demandé au médecin à l'hôpital de garder le secret. Faire semblant, puis dans les journaux de sortir qu'il y avait eu une fracture ou une blessure au cou. Puis c'est ce qui est sorti, fait que l'hôpital a filé l'information aux médias. Les médias ont sorti une page avec Kaufman qui a été blessé lors d'un show à Memphis par Jerry Lawler. Puis écoute, il a porté le gros carcan dans son cou pendant des mois, puis il a vendu la gimmick comme un génie. Puis écoute, c'était tellement fou que après ça, il a fait inviter Jerry Lawler à Letterman, évidemment un gros talk show américain, où ce que les deux ont un peu continué cette guerre-là. Puis parenthèse, quand que Jerry Lawler était invité à Letterman avec Nick Kaufman, les McMahon n'étaient vraiment pas contents. Là. Ils étaient jaloux parce que... Ouais, ben oui, c'est sûr. Puis en fait, Vince Senior n'était pas content, mais Vince Junior, lui qui était beaucoup plus dans la réalité puis dans le show business, il voulait la visibilité que Lawler avait avec Kaufman sur Letterman. Fait à ce moment-là, McMahon était comme c'est peut-être ma vision quand je vais acheter la compagnie de mon père. Moi, c'est ce genre de truc-là que je veux faire exactement. Puis, on sait ce que Vince a fait après. Il en a fait plein, 1001 des affaires de même. Là. Ouais. Puis Vince, à l'époque, il était commentateur / intervieweur souvent. Là. Fait que c'est ça qui commençait, mais il était évidemment behind the scenes aussi avec son père. Mais au public qui ne savait pas qui dans le temps, c'était pas il n'y avait pas de dirt sheet. Là. Non. Fait que, à part les insiders, là, mais sinon. Pour les fans qui regardaient le show, Vince McMahon, c'est juste un annonceur, commentateur pour eux autres. Puis il préparait déjà le terrain. Là, il savait déjà qu'il allait reprendre la compagnie de son père et qu'il voulait en faire une grosse business. Là. Son plan était déjà établi d'avance. Fait que le but dans la vie, c'est d'avoir un plan. Hein. Ouais. C'est sûr, quand tu as un plan. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que j'écoute beaucoup le podcast J'écoute à tous les semaines qui monte un épisode d'année en année. Ben, j'ai écouté de 84 jusqu'à aujourd'hui. C'est rendu dernier show de décembre 86. Puis tu vois l'évolution de Vince McMahon là, en tant que gars plus impliqué en avant de la caméra, puis surtout behind the scenes, tu vois ses empreintes un peu partout. Fait que c'est fun d'avoir du début from scratch, qu'est-ce que ça a donné. Juste 3-4 ans plus tard, déjà, c'est une grande différence. C'est quand même un génie, mais un génie qui est devenu fou avec le temps. Ouais, mais ça, qui est pas un peu fou dans la tête, hein? Qui est pas un peu fou quand il y a de l'argent et qu'il y a du pouvoir? Exactement. Il n'y a pas grand monde qui le sont pas. Puis il n'y a pas grand monde qui le saurait pas non plus. Ben, oui, il y en a qui peuvent l'être. Je nous inclus là-dedans. Non, moi, je serais correct. Non, toi, tu serais le P des... Ben non, voyons donc. Toi, tu serais le P des mardes. Je te paierais une soupe pareil. Arrête donc. Ouais, en été. Toi, c'est vrai, tu manges la soupe en été. Chris, t'as manges, t'en as pas sur le corps, la soupe? Hey, il fait chaud. Tu mets ça dans la bouche, t'as chaud, ton corps est chaud. Après ça, tu vas faire quoi? Tu vas boire de l'eau? Si j'ai goût de manger quelque chose de chaud, je vais manger quelque chose de chaud parce que c'est l'été. Tu vas dire, tu manges rien de chaud l'été, toi. C'est pas ça, mais tu sais, je parle... Une soupe, c'est réconfortant, t'as la grippe, t'es malade, il fait frais, c'est plus significatif de l'hiver, non?
Pas nécessairement. Écrivez-nous dans les commentaires si jamais. Tu peux être malade en été, si ça ne change rien. Est-ce que vous êtes team soupe l'été ou team soupe l'hiver? Ou team soupe tout court. Team soupe. Évidemment, il y avait une interview qui allait jouer un peu sur la rivalité entre Lawler et Kaufman. Et c'était pas censé dégringoler autant. À la fin du sketch, il était supposé d'avoir une chanson que Kaufman allait chanter. Puis là, je ne l'ai pas noté, mais j'aurais dû. Mais il y a le nom de la chanson que j'oublie. Si je m'en rappelle, je vais vous la redire. Mais à la fin du sketch, à la fin de l'entrevue, tu es supposé avoir Kaufman, évidemment, qui est un interprète, un acteur et tout ça, un comédien qui interprète la chanson. Mais ce qui est arrivé à la place, c'est que Kaufman a décidé d'y aller de ce qu'il voulait faire, d'y aller vraiment kayfabe, puis qu'il a provoqué Lawler le plus possible avec des mots pour essayer de faire sortir Lawler de ses gonds. Puis évidemment, quand vous regardez ça, de cette époque-là, puis avec les années, ça a été long avant que ça sorte, mais Lawler a fini par se tanner puis a giflé Kaufman d'en face pour aller à la pause après, puis il y avait la sécurité qui est intervenue. Puis évidemment, ils l'ont vendu longtemps contre le kayfabe, mais quand Andy Kaufman a décédé, Lawler avait sorti que, ben, évidemment, c'était tout un work depuis le début, que lui et Kaufman, ça ne sait pas pour vrai, puis qu'ils étaient vraiment des bons amis. Fait que Kaufman tenait absolument que ça reste secret, puis que si jamais Lawler était là après sa mort, qu'il pouvait dévoiler les secrets, mais qu'avant ça, il voulait qu'on garde l'histoire comme si c'était vraiment arrivé pour garder la magie. Puis évidemment, on en a tellement parlé longtemps de cette rivalité-là avec Lawler-Kaufman que la magie a opéré dans ce cas-là. Ouais, exact. Tu as trouvé la chanson pendant que tu parles, mais... Ouais. C'est pour ça que, moi, des fois, je comprends qu'on est ailleurs et qu'on veut voir les behind the scenes puis que le kayfabe, c'est peut-être une autre époque, mais je pense que des fois, jouer sa ligne de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai sans nécessairement le dire, ça peut être une bonne chose. Oui, c'est sûr. Je trouve que ça peut créer de l'engouement. Il faut un peu de tout quand même. Oui, exact. Ben évidemment, pendant que Lawler frappe Kaufman puis que ça dégringole sur le plateau, les musiciens ils vont quand même jouer instrumental la chanson. Puis ça donne quand même une vibe assez intéressante avec les deux qui essaient de se chicaner et de se séparer, avec tout le crew qui essaie de les tasser, puis la chanson background qui joue là, comme dans un night talk show. Fait que moi je trouve que ça fait très intéressant et très artistique et poétique, mon cher. Ouais, ça fait un beau visuel en tout cas. Sinon, ça a fait une pub énorme pour le territoire de Memphis Wrestling. Ça a créé un buzz incroyable dans les médias, dans les journaux, dans la télévision. Et ça a mis encore beaucoup plus la lutte professionnelle sur la map grâce à la renommée d'Andy Kaufman, grâce à la visibilité que Kaufman avait et que la lutte professionnelle n'avait pas. Oui, sur le territoire, mais à l'extérieur du territoire aux États-Unis. Fait qu'évidemment, ça a fait beaucoup jaser. Et ça a été un gros coup de circuit pour Lawler, le territoire de Memphis et pour la carrière de Andy Kaufman aussi, qui rajoutait un peu, je dirais, au mythe de cette rivalité-là. Après sa rivalité avec Andy Kaufman, Jerry Lawler va remporter beaucoup de titres un peu partout. Je n'ai pas tous les titres, évidemment, mais partout ce qui va passer sur les territoires, il va remporter des championnats, ce qui va devenir un des gars les plus titrés des territoires de la lutte professionnelle. C'est correct, mon cher? Tu m'entends-tu? Il m'entend plus. Allô? Allô? OK, parfait. Et, évidemment... Tu m'as-tu muté par accident, toi, là, encore? Là? Je ne suis pas muté. Tu m'entends-tu? J'entends plus rien. T'as minute. Bon, revenez. Bon. Ben, pendant que TJ s'en va, il va s'en aller? Ouais, pendant que TJ s'en va, je vais continuer avec la biographie de King Lawler. Il m'a coupé un peu mon élan. Évidemment, après sa rivalité, Lawler va gagner beaucoup de championnats, comme je disais. Il va avoir aussi une mini-rivalité sur le territoire de Memphis et de la CWA avec un certain Dutch Mantel que vous avez connu comme manager de Jack Swagger, entre autres. Zeb Coulter. Zeb Coulter. Hey! Salut! Il est revenu! Allez! Pas besoin de faire le montage. Parfait, ça.
Fait que, comme je disais, c'est une petite rivalité avec Dutch Mantel après. Et le fameux Zeb Coulter qu'on connaît très bien avec. Oui, c'est quoi qu'il disait? We the People. We the People, c'est ça. Ouais. Il passera 2 séjours du côté de la AWA de 1982 à 1988 et remportera le titre international contre. Là, je vais dire son nom, c'est Austin Fool. C'est ça, Austin Fool? Austin Fool? C'est Fool que j'ai écrit? J'ai mal écrit son nom. Je m'excuse à. Austin Idol? Austin Idol. Et là, j'ai dit Fool, c'est Austin Idol. Merci d'avoir dit ça. Parce qu'il est important dans l'histoire, je l'ai réécrit plus loin en plus. Okay. Contre Austin Idol. Jerry va avoir une autre rivalité avec Idol, Tommy Rich et Paulie Dangerously, qui est Paul Heyman évidemment, dans un truc qui va créer tout simplement une émeute du côté de la du Mid-South Collision pendant un fameux cage match où ce que Rich Idol et Paulie Dangerously vont attaquer Jerry Lawler. Ils vont couper les cheveux à Jerry Lawler en plein milieu du ring dans un fameux cage match à la Mid-South, au Mid-South Coliseum. Donc ça a créé vraiment un gros buzz. Puis la foule croyait tellement, était tellement investie là-dedans, aimait tellement Jerry Lawler que, écoute, il y a du monde qui ont essayé de monter dans la cage pour sauver Lawler de ses cheveux. Tu sais, quand on disait qu'à ce moment-là, il croyait vraiment là, à la lutte. Ouais. Fait que en tout cas, moi j'apprécie ça. Je trouve ça magique. Là, c'est des beaux moments. T'sais, tant que personne ne se fasse blesser. Pas sûr que la sécurité à ces shows-là est d'accord avec toi. Non. Très investi à Jerry Lawler, évidemment. Allez voir ça. Il y a beaucoup d'images et de vidéos sur les réseaux sociaux de cet événement-là qui était quand même assez documenté. Puis moi, écoute, de voir un Paul Heyman en 1988 faire ça, puis voir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avec la Bloodline. On est 37 ans plus tard. Ce gars-là, une carrière, là, ça n'a pas de sens. Paul Heyman, oublie ça, là, évidemment, il a été au Hall of Fame l'année passée, cette année, là, mais pour vrai, il aurait pu l'être dans le Hall of Fame il y a 10 ans, ce gars-là. C'est fou. Là. Puis tu sais, maintenant, on connaît Paul Heyman pour ce qu'il a fait à WWE. Avant, Paul Heyman, c'était à la ECW, mais Paul Heyman, avant ECW, qui a fait un travail incroyable. Oui, oui. NWA, WCW était très fort là, avec sa Dangerous Alliance, il y avait beaucoup de monde là-dedans, des excellents talents, là, comme Rick Rude, il y avait Austin, il y avait Bobby Eaton, il y avait Anderson, il y avait Larry Zbyszko. C'est fou pour vrai, non, il a toujours été fort, là, puis chapeau pour vrai, que tout ce qu'il a fait, là, ouais, c'est fort. Exact. Puis, ce qui va arriver, j'ai-tu sauté une étape dans mon truc? Non, OK. Alors, ce qui va arriver en 88, Jerry Lawler, la même année, battra Kerry Von Erich pour remporter le titre AWA et le WCCW, qui était une autre association du territoire que Lawler était, et le territoire de la AWA qui était par Vern Gagne. Je le dis-tu comme vous, Vern Gagne? Vern Gagne. C'est ça. Vern Gagne. Gagne, ouais. Gagne. Est-ce qu'il gagnait, lui, des fois? Il gagnait tout le temps. OK. Donc, il va unifier les titres à Super Clash 3. Donc, un match Kerry Von Erich contre... C'est un match, pour vrai. C'est vrai, c'est vraiment bon, pour vrai. Ouais. Honnêtement, c'est un des extraits que j'ai regardé. Puis, moi, honnêtement, là, une chance que la lutte est bonne, c'est un site, parce que quand je fais des bios puis des rétro-reviews, là, j'ai juste le goût de retourner en 80 puis avec mon popcorn dans une petite chaise puis bouger, puis on est bien. Juste écouter d'année en année les meilleurs matchs, ce serait fou. Là. Ah, c'est juste incroyable. La foule, c'est tellement nice. Là. Puis évidemment, tu vas parler aussi, j'imagine, dans pas long, du rematch qu'ils ont eu au Texas là, avec... Oui, World Class Championship Wrestling, c'est le truc que je cherchais tantôt. Une foule record là-bas. Là. Je pense que c'est quoi, 50 000 personnes, je pense qu'il y avait? Oui, juste avant, Vern Gagne n'était pas content. Il y a eu plusieurs... en fait, pas qu'il n'était pas content, mais il y a eu des problèmes avec Jerry Lawler à le payer. Fait que... Même que Jerry Lawler dit qu'il n'a jamais été payé pour le combat Super Clash 3, donc contre Kerry Von Erich, ce qui a fait en sorte que son association avec Vern Gagne a terminé là. Et Lawler a quitté la AWA
pour s'en aller ailleurs et pour s'en aller à la World Class Championship Wrestling. Et de là, le combat Lawler contre Von Erich va continuer sa rivalité. Ils vont s'affronter dans un combat de cage. Donc, comme tu dis, devant une foule record de 50 000, 52 000, quelque chose. Je ne sais pas le nombre exact, mais c'est quelque chose dans ce style-là. Là. C'est vraiment une scène. Là, vous voyez ça sur vidéo, c'est fou. Là. Ouais. Et la foule était nuts. La foule, avec le combat qu'il y avait eu à Super Clash 3, c'était inévitable qu'il y ait un rematch. C'était inévitable que ces deux-là se affrontent encore, deux grands lutteurs. Puis le cage match, on parlait tantôt de Paulie Dangerously puis de Idol avec Tommy Rich, mais ce combat de cage-là, pour une toute autre raison, a fait en sorte que c'était un moment historique dans l'histoire de Jerry Lawler, un des grands combats dans l'histoire de la lutte professionnelle des années 80 et du territoire. Oui, absolument. Puis je pense qu'il est sur YouTube le match, fait qu'allez voir ça si vous avez la chance. Ouais. Puis ensuite, Jerry Jarrett, qui est toujours dans le portrait, va s'associer avec la CWA. Il va associer la CWA avec la WCCW pour créer la USWA. Dans le fond, ça va être deux organisations qui vont mettre tout leur talent ensemble avec Von Erich pour essayer de concurrencer la grosse machine de la WWF puis faire en sorte de compétitionner contre les McMahon d'une guerre de territoire. Ouais, on vous laisse deviner comment ça finit, mais quand même. Attends un peu. Spoiler, les McMahon ont gagné! Je pense que oui. Et voilà. On tout raflé. Exact. Mais on tout raflé, par contre, Lawler a quand même gardé Memphis Wrestling. Là, ça s'appelait plus Memphis Wrestling à ce moment-là. Là. Mais a gardé son territoire et sa promotion de lutte à Memphis par après. Ouais. On s'en va à la WWF où Jerry Lawler va faire ses débuts à la WWF en 1992. Fait que pour les fans de lutte, vous allez peut-être un peu plus relate à ce qui s'en vient parce qu'évidemment, c'est des choses que vous avez vues. Nous y compris. Ouais, mais c'était quand même cool de voir la vieille histoire, honnêtement. C'est vraiment intéressant. Là. Ouais, il y a plein de choses que j'ai appris. Puis évidemment, l'histoire entourant Coffin, je la connaissais pas mal. Là, mais tout le reste après, puis tu sais, moi, je connaissais Lawler, je l'ai connu, oui, en heel à WWF, mais tu sais, la majorité du temps, pour moi, Lawler, c'est un commentateur plus qu'un lutteur. Oh ouais. Fait que, tu sais, de voir ça, tu sais, il a lutté encore en 2020. Là, fait que, il lutte à tous les années, au moins un match, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, je lis dans mes notes, je pense qu'il a lutté un match dans 5 décennies différentes. 5 décennies, c'est fou, là, puis peut-être qu'il va se rendre à une 6e si Dieu le veut. Là. Ouais. J'espère qu'il. En tout cas. C'est pas comme, ouais, je comprends, mais c'est pas comme si son style de lutte était genre faire plein de moves. Là. S'il fait juste des punches puis baisser sa bretelle, il est correct. Là. Ouais, il y a ça. Lawler va faire ses débuts à la fin de 1992 comme annonceur à Superstars aux côtés de Vince McMahon et de Bobby the Brain Heenan. Un trio quand même assez iconique quand on regarde ça aujourd'hui. Probablement 3 des meilleurs annonceurs ever. Je rajouterais peut-être Jim Ross là-dedans là, pour rajouter le quatuor. Là. Je pense pas que vraiment meilleur que ces 4-là. Là. Tu vas être Giovanni, peut-être. Là. Ben, Giovanni est bon. Qui d'autre qui est très bon? Gorilla Monsoon était bon. Parle-moi pas de Gorilla Monsoon. Jesse Ventura était bon. Non, pourri. Excalibur il est bon. Il y en a beaucoup de bons commentateurs. Là. Pas Excalibur dans le même bateau que Bobby Heenan et Jerry Lawler. Ben, les temps modernes, je te dirais qu'il est pas loin. Là, des meilleurs au monde. Okay. Va-tu enlever son masque à un moment donné? Mais non, c'est sa gimmick. D'avoir un masque? Oui. Parfait. Fait que c'est ça. Il va faire ses débuts comme commentateur à Superstar et va lutter son premier match au Royal Rumble 1993. Alors, pour les fans de statistiques, il va arriver numéro 7. Il va rester 15 minutes dans le combat et va se faire éliminer par Mr. Perfect. Pourquoi tu m'as pas laissé deviner le chiffre? Tu l'aurais eu en plus, sûrement. Tu le savais. C'est vrai que pourquoi je te l'ai pas fait deviner? C'est pas grave. J'ai-tu d'autres statistiques? Ah ben non, c'est les ça. Sorry, not sorry. As-tu l'histoire entourant pas sa performance, mais son apparence au Rumble 93? Je te le laisse. Mais dans le fond, c'est ça. Il y avait beaucoup de monde à WWF qui avait eu pas des escarmouches, là, mais qui avaient travaillé pour Jerry Lawler dans le passé.
Puis il n'aimait pas la façon que, dans le fond, le gars qui se faisait payer le plus tout le temps, c'était Lawler puis Jerry Jarrett, là. Les deux boss, si on veut. Là. Ouais. Souvent, les paychecks des lutteurs n'étaient pas gros vraiment comparés aux autres. Puis, il y a beaucoup de monde à WWF qui s'en sont rappelés. Puis, ils ont joué un petit tour avant qu'il arrive au match. Ils ont pissé dans sa couronne, je pense. Ils n'ont pas fait ça. Ouais. Hey, s'il y a une affaire que tu ne fais pas dans la vie, là, c'est pisser dans la couronne d'un roi. Don't be a bully, be a star. Mais quand même, en même temps, c'était comme ça qu'ils se faisaient justice dans le temps, le monde, puis ça aurait pu être pire. Au moins, ils n'ont pas tiré une balle dessus. Là, ah non? Non, pas ce que je cherche. OK. Ah, mais c'est intéressant. Puis c'est pas gentil en même temps. Je trouve ça irrespectueux envers mon Jerry. C'est mon Jerry, hein? Ils ont fait peur avec Sonny, fait que ils n'ont rien à dire. Sonny le méritait. Mais non, c'est pas vrai. Lawler est perfect, auront. Aujourd'hui, oui, pas dans le temps. Ouais, même là. Auront leur match 1 contre 1 suite à cette mini-rivalité. Par contre, ce match-là n'aura pas lieu du côté de la WWF, mais va avoir lieu du côté de la USWA à Memphis. Donc, en one-on-one, match remporté par Jerry Lawler qui passera la plupart de son temps jusqu'en 1997, parenthèse, à faire les allers-retours entre la WWF et la USWA qui va devenir son territoire à Memphis. Puis, comme on parlait tantôt, c'est que le territoire va devenir un tremplin pour les lutteurs de la WWF pour se faire former. Ils vont passer par là. La plupart des stars vont passer par là pendant la WWF. Et en échange, Vince McMahon, de temps en temps, envoyait du monde à la USWA pour aider la promotion de Lawler. C'est là que The Rock a eu ses débuts là, avec USWA avec Jerry Lawler en tant que Flex Cavana. C'est malade pareil, là, quand se passe à ça. Hein. Ouais. Puis une affaire qui est fun avec ça aussi, c'est que Lawler, là, évidemment, quand il était à Memphis, il était babyface parce que c'est le roi de la place puis tout le monde l'aime. Là. Mm-hmm. Mais à WWF, évidemment, il était heel. Fait que ce qui était intéressant, c'est quand il allait à USWA, il était face, puis il faisait souvent des invasions de WWF dans le temps. Fait que dans le fond, ce qui était vraiment hot là-dedans, c'est qu'évidemment, on connaît le personnage de M. McMahon en 97 quand il a commencé vraiment à entrer là-dedans. Mais en 93, là, il y avait une rivalité avec Jerry Lawler à Memphis, parce que Vince McMahon était le heel, d'affaires, puis il envoyait plein de monde. Il envoyait Bret Hart, il envoyait Owen, il envoyait John Gonzalez, il envoyait Papa Shango, M. Perfect, pour affronter Lawler qui était face là-bas. Fait que ça faisait une dynamique différente. Puis c'est de même qu'on pouvait voir d'avance qu'est-ce que M. McMahon, le personnage Evil, le Corporate Man, le Evil Chairman aurait pu donner par la suite, parce qu'il était pareil, sauf ça a commencé là, ouais, c'est ça. Ouais. Un peu moins fort, évidemment, mais c'est comme s'il faisait son rodage là-bas, en quelque sorte. Ouais, puis c'est ça que j'allais dire, c'est que, tu sais, pour que Vince McMahon ait sur un territoire pour aider un territoire en échange, c'est que le niveau de confiance et de respect envers Jerry Lawler était très élevé, parce que quand Vince McMahon allait du côté de Memphis, en sachant qu'il allait peut-être avoir des gars de la WWF, évidemment, ça remplissait l'amphithéâtre encore plus, parce que oui, Lawler luttait, puis oui, c'était encore un big deal, mais évidemment, le WWF, c'était une grosse affaire, fait que tout le monde voulait voir ce qui allait arriver avec, surtout Vince McMahon, qui faisait rarement des apparitions publiques dans d'autres sports ou promotions. Si vous voulez voir beaucoup de séquences là, de ça, allez taper sur YouTube Vince McMahon USWA, puis vous allez voir les promos vont défiler, puis il y en a au moins une douzaine, fait que checkez ça, puis remerciez-moi plus tard. Ben là, remerciez-moi plus tard. Ben, c'est bon en Chris, là. Ah, je sais. La rivalité avec Bret de Hitman Hart va ouvrir les yeux du grand public, le grand public américain et le grand public en dehors de Memphis, donc le public de la WWF, sur le talent de Jerry Lawler quand, évidemment, avec tout ce qui est... Ils vont savoir non seulement que c'est un des meilleurs talkers, un des meilleurs heels de l'histoire, mais aussi un des très bons workers dans le ring de l'histoire. Et, évidemment, Bret de Hitman Hart va remporter le King of the Ring en 1993, qui est officiellement le premier King of the Ring. Évidemment, oui, on le sait. Avant, il y a eu King Harley, il y a eu les autres Kings, il y a eu King Haku, entre autres. Mais le premier vrai King of the Ring pay-per-view, c'est Bret Hart qui l'a gagné. Évidemment, Jerry Lawler va s'en mêler et va dire à Bret Hart qu'il y a seulement un King à la WWF, puis son nom, c'est Jerry the King
Lawler. Ouais, puis Lawler, évidemment, Bret va dire que t'es pas un roi, t'es même pas voulu rentrer dans le tournoi pour défendre ta couronne, si on veut. C'est dans ce show-là, la promo avec Bret Hart, qui a commencé le fameux Burger King! C'est là que ça a commencé, c'est Bret qui a dit tout. Cette affaire que le seul roi que t'es, c'est le Burger King. Hey, hein? Une genre d'insulte de bébé Lala qui dira encore aujourd'hui. C'est correct, là, quand même. Là. Pour le 93, c'est correct, mais ça sonne très TJ Holiday, je trouve. Ça sonne très Marco qui heal contre Jason Gray, mais juste quand il ne voit pas. J'ai rien contre Jason Gray. T'as rien pour non plus, c'est ça? Exact. En tout cas, moi, je l'aurais gagné en Battle Royale. Ouais, c'est ça. T'aurais acheté le monde pour la gagner. Attends un petit peu pendant que je te dis ça. Ben, je peux continuer si tu veux pendant attendant. Là. Évidemment, Bret Hart à WWF, on va tout se rappeler de la rivalité avec Owen Hart puis Shawn Michaels. Mais je pense que, d'après moi, c'est la première grosse rivalité de Bret Hart qu'il y a eu à WWF, c'est contre Jerry Lawler. Là. Évidemment, il y a eu une couple de feud d'une couple de mois avec d'autres mondes, là, je sais, mais côté storyline, côté meat on the bone là, sur la storyline, là, avec les histoires, puis les matchs, puis les promos, ben, Bret Hart contre Jerry Lawler, c'est pas mal la plus grosse feud de Bret jusqu'à temps qu'il se pogne contre Owen. Là. Ouais, puis c'est drôle parce que c'est comme je te disais que c'est pas nécessairement Lawler qui a mis Bret sur la map, mais c'est Lawler qui a peut-être aidé Bret à passer à un autre niveau, puis c'est Bret qui a aidé Lawler à devenir, mettons, une star à la WWF, parce que oui, c'était une star en dehors, mais le territoire à l'époque, la TV, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et que ça fasse un nom aussi. Là. C'est ça, exact. Puis, évidemment, ce qui a beaucoup aidé Lawler, c'est qu'il était très cru dans ses promos. Puis, évidemment, les promos qu'on se rappelle, c'est les promos avec les parents de Bret Hart dans les estrades où ce qu'il a carrément insulté Stu puis la femme de Stu. Là. Hélène, ouais, avec la fameuse... il avait dit à Hélène... je pense qu'il avait dit ça, elle est tellement vieille que je pense qu'elle a dit une photocopie du livre, la Bible autographiée par Jésus. Hey, t'imagines-tu, c'est pasteur, ben, c'était important. Ouais, elle est bonne. Puis, évidemment, il y a eu, c'est ce qu'il a fait ensuite aussi au fameux segment, le King Court, qui a eu naissance dans cette rivalité-là avec Bret Hart, donc... qui a eu, évidemment, qui a reçu un peu tout le monde. Puis, il avait reçu Owen aussi, ce show-là, ou Nylar, hein, je pense. Il avait reçu beaucoup. Pas mal tout le monde, hein. Je pense, là, ouais. Ouais. À SummerSlam, Bret Hart est annoncé pour affronter Jerry the King Lawler dans un angle qu'on a parlé tellement souvent en podcast à travers les années. Un classique. Un classique dans nos vies personnelles, dans nos débuts de lutte professionnelle en semi-backyard, semi-professionnel. Qu'on a fait aussi dans notre histoire Moi contre toi, qu'on a reproduit. Évidemment, puis moi, là, je vais le répéter parce qu'évidemment, on a des nouveaux followers depuis le temps, puis qu'ils n'ont peut-être pas entendu, là, mais... Bienvenue. Je détestais Jerry Lawler, puis c'était le but, là. Oh ouais. Puis je niaise beaucoup avec Greg, puis avec TJ, puis Bret Hart, mais moi, j'étais vraiment un gros fan de Bret aussi. Là. J'aimais le réalisme de Bret et tout ça, puis j'aimais ses matchs, évidemment. Je savais reconnaître son talent. Mais Lawler prenait tellement de temps dans ses promos, puis je me souviens d'avoir écouté SummerSlam, ce pay-per-view-là, avec Bret contre King, puis j'étais comme, hey, c'est long, peux-tu juste avoir de la lutte, là? Il est bien gossant, ce style-là, là. J'étais vraiment pas content, là. Vraiment à crise, puis j'étais jeune, là. Ah ouais. En tout cas. Comme quoi on veut de la lutte. Ouais, peut-être pas. Là. S'il serait au Québec, c'est ça qui aurait arrivé sûrement. Et évidemment, Bret qui est pisse parce qu'il a insulté toute sa famille et qui va mettre enfin les mains sur Jerry Lawler. Puis Jerry Lawler va sortir en béquille. Puis évidemment, malheureusement, il est blessé. Il ne pourra pas lutter contre Bret à SummerSlam. Mais par contre, il ne faut pas s'inquiéter, il a trouvé un remplaçant de première qualité. Ah oui, un clown. Il va affronter Dunk the Clown dans un combat quand même très bon et divertissant. Dunk n'était pas mauvais, là, je trouve, comme lutteur pareil. Ah non, il est excellent, Matt Bourne, comme lutteur pour Dunk en heel. C'était écœurant. Pour une gimmick de clown, il sortait des estis de bons matchs puis un excellent walker. Donc, évidemment, ce qui va arriver, c'est que Bret va finir par mettre Dunk dans son sharpshooter et
évidemment, Jerry Lawler, que finalement, il a plus mal au genou avec sa grosse affaire d'hôpital sur son genou. C'est oui. drôle, ça. Tapé en plus. Avec le petit bout, là. Ouais. Le petit chapeau, genre la glace, là. Ouais. Fait que fracasse la béquille dans le dos de Bret Hart, ce qui fait en sorte que Bret Hart gagne le combat par disqualification. Et Bret Hart qui va vendre ça comme un chef. Et tout d'un coup, Lawler peut lutter. Fait que le combat Lawler contre Bret Hart va avoir lieu, mon cher TJ. Mais tu bois plus, là? Ouais, c'est intermittent. Ouais. Puis finalement, un combat que Bret Hart va réussir finalement. Il a worké comme un esti fou, là. Honnêtement, Lawler a fait un esti de bel job. Puis, attends, je vais. Dis la fin du match. Non, je vais dire la fin du match. Ok, tu vas dire pourquoi après les choses. Ouais. La fin du match, évidemment, c'est que Bret Hart finit par mettre King Lawler dans son sharpshooter, va le faire taper, mais Bret Hart ne lâche jamais la prise de soumission, puis il va garder pendant combien de temps? J'avais calculé quand on a fait le review de SummerSlam 93. C'est juste comme genre 2 minutes 30 en affaire de même. Là. Ouais, puis je te laisse y aller avec la suite après. Oui, fait qu'évidemment, en fond, je vais vous montrer évidemment ce shot-là ici aussi, que ça explique un peu pourquoi. Là. Ouais. Mais dans la promo de King of the Ring 93, là, où Bret puis il se fait interrompre par Jerry Lawler, mais à la fin, Jerry Lawler il beat down Bret avec entre autres le trône puis le sceptre et tout, sauf qu'il était ultra stiff avec Bret. T'sais, il a pogné la grosse. Je sais pas si dans la photo on voit le banc. On n'en voit pas malheureusement. Non, on le voit pas. Mais il avait pris le banc, le trône, puis il l'avait carrément lancé. Mais il l'avait pas lancé, il l'a laissé tomber sur Bret de dos premier. Puis il l'a vraiment stiffé, puis il choquait d'aplomb avec le sceptre et tout, puis les scepter shots. Puis dans le shot de Becky, c'était extra stiff aussi. Fait Bret était en tabarnak, il était écœuré. Fait que tout ce qu'il a fait dans le match, il l'a tout stiffé. Il faisait des patates, il choquait pour vrai. Le sharpshooter, il l'a gardé longtemps. Puis, évidemment, Bret avait un work sharpshooter puis un sharpshooter pour faire mal. Là. Ouais. Puis, Jerry Lawler, il a eu le sharpshooter pour faire mal. Puis, même que pour vrai, Jerry Lawler, à la fin, il rampait. Mais c'était pas un sell job. Là. Il rampait vraiment parce qu'il avait de marcher. Fait que c'est fou, là, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait. Puis, je vais me rappeler aussi à la fin du match, quand il a emporté la civière pour Jerry Lawler puis tout. Puis ce qui était écœurant là-dedans, c'est que tout le long qu'il se fait amener le plus loin avec la civière, il y a le bras dans les airs en disant j'ai gagné. Fait que ça, c'est vraiment, pour vrai, là, c'est un chef's kiss pour vrai comme fin de segment. Là. Ouais, c'est un des meilleurs matchs / segments. C'était long, là, quand tu mets tout ça ensemble, c'est à peu près 30-35 minutes. Là, c'est vraiment long, mais tellement efficace. Tu sais, de Jerry Lawler à Bret Hart, même à Dunk, tout le monde a eu son moment de gloire, puis tout le monde, ça a apporté quelque chose à tout le monde dans ce combat-là. Là. Fait que non, moi, honnêtement, c'est une des affaires qui me vient tout de suite en tête quand je pense à de la lutte. C'est un de mes moments photogéniques, photographiques qui me vient tout de suite en tête. Fait que non, c'était excellent. Puis évidemment, on en a parlé un peu tantôt, on a effleuré le sujet, mais oui, Bret allait sur le territoire de Lawler, puis ils ont continué cette rivalité-là sur le territoire à la USWA et à la WWF avec Vince, les apparitions, tout ce que tu as dit tantôt aussi. Fait que oui, ça ajoutait de l'autre bord, il était face, l'autre bord, il était heel, mais tu sais, c'est un peu quand un lutteur est hometown au Canada, aux États-Unis, ben, il va se faire cheerer, puis à la télévision, ils vont adapter la storyline parce qu'il est à cette place-là. Ouais, fait que non, c'est cool, c'est bien cool. Évidemment, cette rivalité-là devait se continuer lors des Survivor Series où la Hart Foundation, la famille Hart au complet, devait affronter Jerry Lawler et ses Knights. Donc, un match qui n'a pas eu lieu parce que évidemment, Jerry Lawler a eu des problèmes judiciaires avec une certaine rumeur impliquant une jeune fille de l'âge de 15 ans, donc une mineure, que finalement, après quelques mois, quelques semaines d'intervention, que tout ça, c'est réglé. Donc, on n'a jamais su si c'était vraiment réglé ou si c'était pas de l'argent que Vince, connaissant Vince. Non, ben je pense que c'est la fille qui a admis que c'était pas vrai. Ouais, qui a avoué que c'était pas vrai. Ouais, mais tu sais, en même temps, est-ce qu'elle a peut-être donné de l'argent? Je comprends, c'est peut-être quelqu'un d'autre, un des anciens partners de Lawler, ou peut-être un des gars, peut-être que Lawler ne payait pas cher dans à USWA, qu'il s'est pris sa revanche là-dedans, peut-être. Ah, ça se peut aussi, mais ça s'est avéré faux. Donc, mais ça l'a quand même refroidi la WWF
à cette époque-là. Puis ça l'a repoussé aussi, mais ça l'a mis sur la glace, la rivalité avec Bret Hart, évidemment, on va en reparler tantôt, mais va continuer un petit peu plus tard. Ouais, ben, il va revenir à WrestleMania 10 là, en tant que commentateur. Oui, exactement. Il revient à WrestleMania 10 pour son retour à WrestleMania 10 en tant que commentateur et aura aussi ensuite un combat. Et ça, c'est quand même assez fou. Il va avoir un combat contre Roddy Piper au King of the Ring. Ouais. Et tu dis ouais, puis tu as raison. Non seulement il va avoir un combat contre Piper, mais le combat va être le main event. Fait que ça ne sera pas la finale du King of the Ring. Ça ne sera pas le WWF Championship. Mais ça va être Piper contre Lawler. Puis c'était qui le WWF Championship match? Puis c'était qui le King of the Ring Final dans ce show-là? King of the Ring Final, c'était Owen contre Razor. Tabarnak, hein? Ouais, mais c'est correct. C'est pas ça. C'est plus le championnat. Mais en fond, quand vous regardez les shows, vous comprenez pourquoi les matchs sont à telle place, là, parce que ça fait partie du build de la soirée. Là. Ouais. Le combat de championnat, c'est Bret contre Diesel. Piper, Lawler, Bret Diesel. Ouais, mais à l'époque aussi, pour être fair, Piper, il revenait c'est une star qui revenait dès qu'il était over. Là, fait que on peut profiter de ça pour le mettre main eventer. Là. Sinon, il n'aurait pas été sûrement. Ça a été Lawler contre quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas arrivé. Là. Je comprends, mais. Ah non, c'est pas une bonne idée. Là. Je ne sais pas que c'est pas bon. Non, c'est pas une bonne idée. Mais bon. Rapidement, j'ai parlé de WrestleMania 10 tantôt, mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que le premier match qu'il a commenté à WrestleMania 10 en retour, c'est Bret contre Owen. Fait que c'est quand même drôle pareil. Là. Ouais, puis si je me souviens bien, dans ce combat-là, il y avait quand même des petits jabs envers Bret, non? Bon, ouais, c'est sûr. Ouais. Okay. Ouais. Mais ce match-là, là, c'est bon. C'est mon match préféré. En bon temps. Évidemment, il y a des matchs qui ont dépassé ça côté athlétisme puis tout, mais pour vrai, là, ce match-là, pour 94, le WBF, là, mais tu sais, c'est fou. J'aime beaucoup Will Ospreay, mais un match Bret contre Owen. Puis un match qui a eu du temps, là, c'est pas un match de genre 2 minutes et demie, puis avec un DQ pour finir. Là. C'est un match de 15 minutes avec une fin qui était bonne, qui a surpris beaucoup de monde, puis qui a mis Owen sa map solide. Là. Ouais. Je pense encore que le cage match est meilleur, mais tu sais, ouais. A1, A2, un A, un A, je sais pas. C'est parce que celui-là, c'est vrai que Summer 193 c'est très bon aussi, mais c'est un combat de cash, tandis que WrestleMania 10, c'est un match purement de lutte. Là. Ouais, mais. Ouais, puis, t'as raison. C'est touché, mais. Ouais, c'est tough, là, comparer les deux. C'est un ensemble aussi, le revue ensemble. C'est tellement bon. En effet. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la rivalité avec Bret Hart va reprendre de plus belle par la suite, où Lawler va remporter plusieurs matchs du côté des house shows, va avoir le dessus sur Bret, donc évidemment pour essayer de mousser la rivalité. Mais Bret Hart va battre Jerry Lawler au King of the Ring de l'année d'après, 1995, dans un Kiss My Feet match-up. C'est dégueulasse et celui-là est juste pour Dave. Donc, si vous avez écouté ce combat-là, ben, Bret enlève sa botte à la fin et il rentre vraiment tous ses orteils dans la bouche à Lawler. Donc, pas juste ça, il a pris le pied de Lawler puis il est rentré dans sa propre bouche à lui aussi. Ouais, puis c'est drôle, leur remettre en photo sur YouTube avec quand il se brosse les dents avec le bureau de Isaac en arrière, avec Kane, évidemment. Ouais, le futur Kane qui était dentiste à l'époque. Il faut bien payer le loyer. Lors du départ de Bobby Heenan et Randy Savage, Jerry Lawler va devenir. Hey, oui. Bonjour, madame. Jerry Lawler va devenir le commentateur officiel aux côtés de Vince McMahon. Et évidemment, va quand même continuer à lutter de temps en temps et à participer au show, mais va devenir officiellement le commentateur aux côtés de Vince McMahon. Très bon duo, les deux ensemble, honnêtement. C'était parfait, c'était magique. Puis c'est de la musique à mes oreilles à chaque fois que j'écoute un vieux show et que j'entends ces deux-là. Ah, c'est du réconfort. Puis, tu sais, je sais, avec tout ce qui arrive avec Vince et tout ça, mais j'espère qu'ils vont jamais enlever sa voix des commentateurs. Puis, tu sais, tu peux pas, il y en a tellement fait que c'est comme effacer l'histoire au complet. Là. Mm-hmm. Ça va être tough. Là. Après ça, pendant ce temps-là, ben, il va avoir sa rivalité avec Jake Roberts, qui va avoir, il va avoir beaucoup de promos où, évidemment, Jerry Lawler va aller très loin. Et la WWF et Vince McMahon vont utiliser, comme ils font souvent, beaucoup la vie personnelle des vrais lutteurs et vont mettre en avant avec Jerry les problèmes d'alcool et de drogue de Jake Roberts dans la rivalité entre Lawler et Jake Roberts. Quelque chose que
quand tu sais que le gars a vraiment souffert et que c'était vraiment tough de mettre ça à l'écran, c'est un peu comme quand Scott Hall à WCW a fait le même genre de truc. Ouais, mais la différence là-dedans, c'est qu'avec Jake Roberts, c'est lui qui avait trouvé l'histoire, c'est lui qui voulait faire la storyline pour la TV, tandis que Scott Hall, ben, c'est pas lui qui a décidé, ils ont donné ça comme storyline. Ouais, fait qu'au moins ça peut dédouaner, mais je comprends la réalité, mais quand tu sais ce qu'a vécu le gars, je trouve que même si c'est son idée, la ligne est mince entre le... C'est sûr, mais regarde, s'il était consentant. Ouais, à partir de ce moment-là, tu peux pas faire grand-chose. Rivalité que c'était correct, là, mais t'as-tu apprécié cette rivalité-là? Moi, il me semble le match à SummerSlam, c'est rien, là, mais Joe Lawler fait des jokes comiques, puis évidemment, il dit j'ai un tag team pour toi, Jim Beam, puis Jack Daniels. Puis même il avait sorti Jack Daniels de la poche de serpent. Hein? Ben oui, la grosse bouteille, puis tout. Puis il avait ramassé Roberts avec la bouteille dans la gorge pour le piner, genre. Il dit je pense qu'il a soif. Puis je me rappelle aussi le blow-off de la feud un peu, si on veut. Il y avait un match à Raw Monday, puis c'était Jerry Lawler contre Jake Roberts, évidemment. Puis la fin, c'est que genre Jake Roberts arrivait, puis il était genre, il avait pas son chandail, il avait les cheveux tous défaits, il arrivait comme s'il était sous, puis tout. Puis là, Lawler était bien content, il trouvait ça bien comique. Puis il disait il a recommencé à boire. Puis évidemment, ce qui est arrivé, c'est que Gorilla Monsoon, qui était le président à l'époque, est arrivé. Puis il a dit à Jake, non, tu peux pas lutter, t'es pas correct. Puis là, Lawler, il était dos à Lawler. Fait qu'il a fait genre, non, je suis correct, attention, fais semblant. Puis évidemment, la cloche a sonné, ben il a fait comme s'il était genre en train de tituber, puis il a fait un DDT, puis il l'a piné après. Fait que ça, c'était malade, j'ai bien aimé cette fin-là. Ouais, deux grands workers, puis tu sais, un gars comme Roberts, hyper populaire, hyper apprécié des fans, contre un gars qui joue tellement bien son rôle, c'est pas de la grande lutte, mais c'est du bon divertissement. C'était pas bon côté lutte, là, comme tu as dit, mais non, pour vrai, c'est pas mauvais comme storyline d'un mois et demi, 2 mois. Là. Ouais. Puis, je repensais à ça récemment, puis tu sais, j'ai un peu un regret que quand on est sorti de Philadelphie dans la convention du Wrestling Con, on avait vu Jake Roberts dehors en train de fumer sa cigarette. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça nécessairement déranger le monde. Je me sens toujours un peu mal de déranger le monde. Je veux pas rentrer dans la bulle de personne. C'est pas mon genre. Je suis plus low profile, même si j'ai pas l'air, là, mais je suis plus low profile dans ce genre d'affaires-là. Mais je regrette de ne pas avoir serré la main à Jake Roberts pour prendre une mini-photo avec lui parce que je sais pas s'il m'aurait laissé, mais au moins il serrait la main. Tu sais, man, c'est fucking Jake Roberts, là. Ouais, mais t'aurais pu pas supposé... dans la place en tant que tel aussi, là. Je sais, mais c'est Jake Roberts, puis il est pas supposé être là, tu sais, veux pas, là. Je sais pas, j'ai un petit regret pour ça, pour vrai. Je repensais à ça récemment, là, puis... C'est jamais... J'espère qu'il va être là au mois de juin prochain, let's go. Si t'amener Jake au sens là, je suis pas pis, ça serait malade. Bon, ben, peut-être pour les Wrestling Camp, peut-être qu'il va être là. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il soit là. Il faut qu'il soit là, je pense. Là. Ouais, il faut qu'il soit là, mais des fois, ça marche pas des fois nécessairement comme qu'on veut. Mais... aussi. Ouais, fait que non, pour vrai, ce serait fun de le rencontrer, mais on va voir. La WWF utilisera Jerry Lawler pour sa grosse rivalité d'Invasion en 1997 avec la ECW. Alors que Lawler va faire quelques matchs du côté de la ECW et évidemment de la promotion de Paul Heyman. Et un de ces matchs-là va se passer à Heatwave en équipe. Il fera équipe avec Sabu et Rob Van Dam contre Sandman, Rick Rude et l'innovateur de la violence, Tommy Dreamer. Ça, c'était malade quand Lawler est arrivé à ECW pour faire les segments parce qu'à un moment donné, le show d'avant est arrivé, il était revenu à la fin du show. Ouais. Puis il avait pris le micro puis il avait dit il était à Philadelphie, le Bingo Wall, si on veut. Là. Puis il disait cette place-là devrait remplir papier de toilette parce qu'il y a juste de la marde dedans. C'était malade. Puis même aussi, il avait pogné, il avait blessé Tommy Dreamer pour vrai. Là. Il avait pogné, je pense qu'il y avait, c'est quoi, il y avait un bâton, il y avait un bâton de hockey ou quelque chose du genre. Puis il avait donné un coup d'un gosse de Tommy Dreamer, puis il avait rupturé une testicule. Ouais, c'est un bâton de hockey, je te confirme. Ouais. C'est fou, là, pour vrai, là, c'est dangereux en tabarnak, là. Ouais, c'était style. Puis tu sais, l'ambiance un peu de la ECW fait en sorte que des fois, on dirait que tu te contrôles moins, j'ai l'impression. Là. Ouais, mais moi, là, pour vrai, là, un spot de même, là, quelque chose qui est en bas de cette partie-là du corps, là, tu me proposerais n'importe quoi, tu n'aurais le montant d'argent que tu veux, c'est sûr, je dirais non. Là. Fait que je sais pas comment... Ben là, Colin, tu niaises, là. Puis en plus, je veux pas te mettre ça à la map, mais
t'as quand même un papier bambou. Là. C'est pas pour ça que je veux dire ça. Ok. Dans le sens que tu pourrais me vendre n'importe quel spot à la lutte que je pourrais faire, là, mais ça, avoir un coup de batte de baseball ou un coup de bâton de hockey entre les chenolles, ces chenolles ne m'intéresse pas. He's got the look. He's got the balls. He's so sexy. She's got legs. He got the looks. He got the balls. And he's so sexy. Yeah. Elvis, tu comprends? Il a comme fait une autre version. Burger King, ouais, ça me représente un peu plus. Non, c'est moi qui veux y aller. T'as raison. Dans ce combat-là, d'ailleurs, Rick Rude a fait un heel turn sur son équipe pour aider Jerry Lawler, Sabu et Rob Van Dam. Et évidemment, pas besoin de vous dire que la foule de la ECW détestait Jerry Lawler parce qu'il insultait tout ce qui bougeait et que la foule était déjà quand même assez intense. Anti-WWF surtout. Anti-WWF. Et évidemment, il va y avoir un autre match du côté de Hardcore Heaven où il va affronter Tommy Dreamer dans un singles match. Puis je pense que c'est dans ce combat-là que le coup avec le bâton de hockey et non à Heatwave. Dans le deuxième combat, c'est les deux. Donc, c'est cool. Puis je trouve que c'est le gars parfait pour faire ce genre d'intervention-là à CW. Là. Oh ouais. En tant que commentateur, puis je me souviens quand la CW allait au commentateur de Raw avec Lawler, puis Heyman était là aussi avec Lawler, ça donnait quand même des échanges assez musclés puis assez intéressants pour les auditeurs. Peut-être qu'on va en parler un jour de ce Raw-là, peut-être. C'est ça, je dirais. Oh, parfait. On vient là-dessus bientôt. En 1997, la WWE va aussi introduire la Cruiserweight Division et la Cruiserweight Title. Et un des artistes de ce Cruiserweight Division-là va être le fils de Jerry Lawler, Brian Christopher Too Sexy. Donc, évidemment, Brian Christopher qui faisait partie de Too Cool avec Scotty Tuati et Rikishi. Trio assez important de l'Attitude Era, assez populaire. Ouais. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, si on veut faire une histoire courte, Christopher avait beaucoup de charisme comme son père, un talent correct, limité, sans plus. Oh ouais. Il était divertissant, mais il y a tellement eu de problèmes personnels, de problèmes de drogue, de problèmes d'alcool. Évidemment, on connaît tous aussi sa fin tragique, là, où il a fini ses jours en prison et s'est enlevé la vie par pendaison en prison. Donc, quand même triste pour Jerry Lawler qui essaie de le sortir de là une couple de fois, mettons. Puis Jerry Lawler lui-même, je pense qu'il est straight edge, non, Jerry Lawler? Ouais, si je me trompe pas. En fait, il n'a pas toujours été straight edge, là, mais il me semble qu'il y a eu un moment dans sa vie où ça l'a comme un peu mis... Peut-être la boisson, mais il me semble qu'il y a un des deux qui n'a jamais fait de sa vie, je pense. Ouais, je pense qu'il était plus côté boisson, lui, Lawler. Il buvait plus que d'autres choses, mais... avec je pense, mais si je ne me trompe pas, avec les déboires, j'avais lu ça avec les déboires de Christopher qui avait soit arrêté ou vraiment modéré parce qu'il capotait pas. Ça lui faisait peur, mettons. Ouais. Les déboires. Les déboires de Christopher. Fait que fin tragique et la Cruiserweight Division, évidemment, qui était un peu pour concurrencer la Light Heavyweight, les Light Heavyweight du côté de la WCW, les Cruiserweight aussi, c'est la même chose. Là. La Cruiserweight de WCW et de WBS, c'est Light Heavyweight. Light Heavyweight, c'est ça. J'ai inversé les deux. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'était juste une petite parenthèse pour parler de Brian Christopher, puis pour dire que c'était le fils de Jerry Lawler, pour ceux qui ne le savaient pas. Et que c'est tragique, mais il y a quand même eu de très beaux moments en tant que Too Cool. De WF et l'Attitude Era. Il y a eu ces moments, puis je suis sûr que Jerry était très fier de ce qu'il a accompli dans une courte période de temps quand même. Ouais. Avec l'Attitude Era, évidemment, la rivalité avec Stone Cold qui s'en venait, tout ça, Vince McMahon va quitter la table des commentateurs pour de bon. Et ça va laisser place à un autre commentateur qui va arriver, Gold JR, Jim Ross, qui va s'allier avec Jerry Lawler, qui vont devenir le visage de la WWF, les voix de la WWF, de l'Attitude Era, le duo iconique. Puis honnêtement, là, nous autres, oui, évidemment, la Golden Era. Toi, tu étais un fan de vieille lutte pas mal plus que moi à l'époque. Mais moi aussi, mais je veux dire, tu avais quand même plus de knowledge de ça. Puis, moi, mon pic de lutte, parce que je t'ai connu toi aussi, j'ai connu d'autres personnes qui aimaient la lutte. À l'époque, j'avais ma famille proche. J'avais pas tant de monde que ça qui aimait la lutte. J'étais plus dans
avec moi-même, là, je te dirais, là, puis mon oncle. Ouais. Okay. Mais, tu sais, quand on s'est tous connus à l'école primaire puis que l'attitude era a explosé, même les non-fans de lutte ou les moins fans de lutte ont tout embarqué dans le bandwagon de l'attitude era. Là. Pas personne qui ne savait pas c'était qui DX, NWO, puis toute cette gang-là. Là, tout le monde connaissait au moins une affaire de la lutte, que ce soit un lutteur ou un storyline ou une faction. Tout le monde connaissait au moins une affaire. Puis ces personnes qui ont bercé cette attitude-là, ben, c'est Jerry Lawler et Jim Ross, honnêtement. Pour plusieurs, c'est le meilleur duo ever de commentateurs. C'est discutable, mais... duo, je te dirais que oui. Là. Ouais. OK. Je serais peut-être pas mal d'accord. Moi, quand ils ont fait le switch, j'ai eu de la misère à m'adapter après parce qu'ils ont tellement été là longtemps. Ouais. Pendant une période importante de ma vie aussi, l'adolescence, l'école, le changement, etc. Que quand ils ont changé, on dirait que c'est comme si tu m'enlevais mes pantoufles. Là, j'écoutais ma lutte avec ces deux-là. Puis, oui, j'écoutais la Golden Era français, mais l'attitude Era, à partir de ce moment-là, c'était tout en anglais. Là, ouais. Quand Raymond est parti avec Jean, c'était vraiment ça qui berçait. Puis, évidemment, le play-by-play de Jim Ross, les commentaires toujours sur la ligne, des commentaires de Jerry Lawler avec les filles, avec les puppies. Puis, puppies! Wouhou! C'était parfait. Oui, aujourd'hui, ça passerait peut-être moins, mais c'est ça, les époques, ça change, on s'adapte. Puis, pour cette époque-là, c'était exactement ce qu'il fallait. Puis, ça a changé l'image de la lutte professionnelle pour le meilleur et ça l'a popularisé auprès d'un plus jeune public, je pense. Non, en effet. C'est quand même fou que c'est des gars de 40 ans et plus qui popularisent la lutte auprès des jeunes, avec les voix et tout. Là, que Jerry Lawler n'était pas jeune non plus à cette époque-là, pareil. Là. Non, il était dans quoi, mi-quarantaine peut-être? C'est ça. Fait que, qu'il ait été capable de nous capter avec ses niaiseries, avec ses affaires, puis qu'on se remémore aujourd'hui alors qu'on avait quoi, 13, 14, 15 ans. C'est quand même assez magique de sa part. Là. Ouais. En 2001, Jim Ross va quitter la compagnie suite au release de son ex-femme de Kat. Puis je sais que tu voulais parler des trucs judiciaires et des divorces surtout, des mariages de Jerry Lawler, mais va quitter la compagnie quand The Kat va se faire releaser. Puis tu veux-tu en parler un peu de ces divorces? Moi, j'ai pas beaucoup de notes là-dessus. J'ai pas pris la peine de faire beaucoup de choses là-dessus, mais tu sais. Ben, je disais ça plus en joke parce que j'ai pas fait de recherche non plus, mais je peux dire un peu pourquoi Jerry Lawler est parti avec The Kat dans le temps. Là. Évidemment, à WBF vers après 2001. Ouais. Puis, il y avait une storyline aussi qui était avec le Right to Censor, Steven Richards, qui voulait empêcher The Kat de stripper. Fait que Jerry Lawler la défendait parce que Wink Wink, c'est son mari dans la vraie vie. Fait que, ils ont décidé de faire ça dans une storyline. Puis Richard avait gagné un match en New York 2001. Puis à cause de ça, l'autre a fait qu'elle joint le RTC. Fait qu'elle avait fait beaucoup de promos puis tout. Puis évidemment, elle a fait beaucoup d'affaires par la suite. Mais elle s'est fait renvoyer quasiment 2 semaines après parce qu'il y avait beaucoup de monde qui n'aimait pas son attitude backstage, trouvait qu'elle ne s'améliorait pas, qu'elle n'était pas worth le trouble là, pour la garder dans le roster. Puis quand Lawler a su ça, il a dit c'est soit vous la gardez ou je m'en vais moi aussi. Fait qu'ils ont fait bye. On la release. Fait qu'il a suivi sa femme par solidarité. Puis c'est quoi, ils sont divorcés quoi, 1 an et demi plus tard, peut-être? 2 ans, même pas? Même pas, puis il est revenu dans la même année à WWF. Fait que il est parti j'ai dit 2001. Avant la fin de 2001, il était déjà revenu. Tu vois, il n'y a même pas 6 mois après, ils ont divorcé. Fait que le problème, c'était peut-être pas la WWF, c'était peut-être de 4. Il a voulu suivre sa femme, il voulait être fidèle, puis regarde, finalement, ça y a donné. Mais en même temps, en bout de ligne, il n'a rien perdu vraiment de plus. Là, à part un peu de time off, là, il n'a pas perdu grand-chose. Non, puis il n'avait pas besoin de travailler nécessairement. Il était assez rodé, puis sa compagnie continuait de rouler aussi du côté de Memphis. Fait que... Dans un autre moment quand même drôle, c'est qu'il a remplacé le gars qui a remplacé pour prendre son poste, c'était Paul Heyman. Fait que c'est temps impliqué les deux en quelque chose. Ouais. Paul Heyman qui était à ce moment-là le commentateur pour WrestleMania X7, entre autres, dans cette même époque-là. Un bon duo, ça aussi, Jim Ross et Paul Heyman. Paul Heyman. Même si c'était bref, là, même pas 1 an, là, mais... Ouais. Fait que ça a été très bénéfice. Puis, il va revenir aussi avec Jim Ross après, comme tu dis, il a remplacé Heyman. Puis les deux vont finir par se séparer par le fameux brand split de 2002, où ils vont même séparer les commentateurs, chose que,
correct. Là, Jim Ross ne savait pas. Non, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Mais je pense que c'était pas nécessaire, mais en même temps, c'est correct. Là, tu vas essayer des affaires, tu veux moderniser, tu veux faire du changement. Tu veux peut-être préparer la relève aussi, en sachant que Lawler est parti une fois, il peut partir 2 fois, tu sais pas. Là. Faire changer d'autres personnes aussi. Là. Ouais. Puis pendant ces moments-là, bien évidemment, pas Jim Ross, mais Lawler a travaillé longtemps avec Michael Cole, entre autres. Puis avec Joe Styles, puis il y a des rumeurs qui disaient qu'avec Michael Cole et avec Joe Styles, qu'il y avait eu du beef, mais pas mal plus avec Joe Styles. Là. Avec Michael Cole, ça a quand même bien été par la suite, là, mais au début, ça n'a pas été facile, mais avec Joe Styles, apparemment, il y avait beaucoup de beef entre lui et Jerry Lawler pour la façon de travailler, la façon de caller les matchs, toutes ces affaires-là. Mais évidemment, quand tu travailles avec des nouvelles personnes, tu es habitué à quelqu'un depuis des années. Oui, c'est normal. C'est dur de s'adapter, puis c'est pas tout le monde qui a la facilité de s'adapter à. C'est pas tout le monde qui est caméléon, je dirais, dans son travail en général. Là. Pas juste dans la lutte, en général. Non, c'est sûr. Fait que c'est ça. J'avais pas de photos de ça, mais Lawler, évidemment, il va aussi worker beaucoup de matchs en tant que commentateur. Il va faire quelques spots shows, puis il va affronter quand même des gens assez intéressants à travers de ces trucs-là. Il va avoir entre autres aussi une rivalité contre The Miz. The Miz, que, écoute, pour le mic work, pour le côté entertainer, c'est parfait. Là, c'est correct. Puis évidemment, à ce moment-là, si vous vous souvenez, Michael Cole était le fan numéro 1 de The Miz là, pour l'encourager. Puis à chaque fois qu'il pouvait mettre le Miz over au micro. Dans le fond, c'est comme imaginez le Michael Cole d'aujourd'hui avec les faces, puis à Star, c'est Michael Cole avec les heels dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai. Même affaire pratiquement. C'était comme moi puis Ryan Donovan à GPW au début. Ouais. Puis, quelque chose qui est assez inusité, c'est que Jerry Lawler va avoir son premier match à WrestleMania ever. Il n'a jamais lutté à WrestleMania avant. Puis ça va se passer à WrestleMania 27. Puis, contre Michael Cole. Ben ça, la rivalité justement avec The Miz, c'est ça qui a commencé la rivalité avec Michael Cole. Parce qu'il y avait un match à Raw, c'était un ladder match ou un TLC pour le Miz était champion du monde dans ce temps-là. Ouais. Puis à la fin du match, parce que ça, c'était Jerry Lawler qui était pour pogner à la belt. Mais Michael Cole, il a comme pogné il a pilé Jerry Lawler, puis il a perdu à cause de ça. Puis il en a voulu parce qu'évidemment, il voulait gagner la ceinture, puis il voulait avoir un match à WrestleMania, puis tout. Puis en plus aussi, Cole avait ri du fait que la mère de Lawler était décédée là, à l'époque pour vrai, là, pour avoir de la heat. Là. Mm-hmm. Puis, fait que c'est non pour vrai. Comme MJF avec la grand-mère de Will Ospreay, mettons, hier, là, mercredi. Là. Ouais, genre, mais. Je trouve ça un petit peu plus pire à l'époque. Ouais. Okay. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Puis dans ce combat-là, Michael Cole était accompagné de Jack Swagger. Puis l'arbitre spécial du combat était Stone Cold Steve Austin. Ouais. Puis c'est un match que Lawler avait remporté, mais qu'à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, il y avait le general manager par... Ticketing! C'était quoi le nom? Ouais, c'était quoi le nom exact? L'Anonymous General Manager. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, qui était Michael Cole, en fait. Là. Avec le fameux I just received an email from the Anonymous General Manager and here I quote. Ouais. Puis là, dans le fond, le General Manager a renversé la décision et a fait remporter la décision de Michael Cole. Donc, Michael Cole qui est toujours invaincu à WrestleMania. 1-0. Ouais. Puis Jerry Lawler, que c'est son seul match à vie à WrestleMania, puis il l'a perdu. Donc. Tu es d'accord avec cette affaire-là ou tu as juste fait gagner Lawler tout court? Non, j'aurais fait gagner Lawler, moi, mais oui. Ouais. Bon, en même temps, ça change quoi à Cole, tu sais? Puis ça, c'est sûrement Vince McMahon qui trouvait ça drôle. Michael Cole est vaincu WrestleMania, puis Jerry Lawler a perdu. Good job, pal. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même étonnant que Jerry Lawler n'ait jamais eu de match. Puis je me souviens le combat que tu parlais, là, où il fallait qu'il aille chercher le contrat en haut, là. Ouais. C'était émouvant cette soirée-là, puis le monde était vraiment derrière Lawler. Là. Il y avait le monde cheeré en crise, là, puis il voulait vraiment que Lawler ait son match. Ça me fait penser aussi, tu sais, le combat d'échelle qu'il y avait avec Jeff Hardy et Undertaker, quand Jeff Hardy était pas eventer, là. Le même genre d'affaire, mais avec Jerry Lawler à la place de Jeff Hardy. Là. Avec Taker qui avait donné un gros coup de chaise dans le dos, puis Hardy était tombé en bas de l'échelle à la fin. Là. Ouais, c'était fucking bon ce match-là pour vrai. Ouais. Puis il l'avait vu dans le backstage après, puis il avait donné une tape. Il a pris sa tape en voulant dire good job, là, kid. Come on, Jeff, make your dreams!
Dans un moment un peu moins joyeux, mais qui s'est passé du côté de Montréal. Il y avait un tag team match de Randy Orton. T'étais là, je pense, toi, hein? Oui, ben oui, on était ensemble. J'étais pas là, moi. Nous, on était là. Non, peut-être pas finalement. Non, c'était pas moi. C'était pas moi qui étais là. J'étais sûr que j'étais pas là. Okay. Randy Orton, sûr. Un tag team match au début de la soirée. Randy Orton et Jerry Lawler affrontaient Dolph Ziggler et CM Punk. Quand même cool comme match. Pas mal random un peu, mais c'est un bon match. Il y a quelqu'un, tu sais, on connaît toute la carrière de Lawler, puis que c'est un très bon lutteur, mais Orton, Lawler, Dolph, puis Punk, il y en a un qui n'a pas l'affaire là. Puis non, c'est pas Randy Orton. Non, je comprends. Avant qu'il dise quelque chose. Quoique. Puis après le match, évidemment, Lawler qui va retourner à la table des commentateurs. Match remporté d'ailleurs par Orton et Lawler cette journée-là. Et il va retourner à la table des commentateurs, va continuer son travail. Et pendant le combat Team Elmo et Primetime Player, Lawler va s'effondrer à la table des commentateurs. Et ce qui est quand même fou, c'est que Michael Cole a continué à décrire le combat en sachant pas trop ce qui se passait à côté, parce qu'évidemment, il y a le medical staff qui est là à côté et qui prennent soin de Lawler, mais il a été professionnel comme il a pu. Évidemment, ça a apparu un peu quand on le réécoute parce qu'il était ébranlé puis c'est bien normal. Là, il reste humain. Puis tu vois là, dans le ring qu'il y a un sleeper hold, là, puis que les lutteurs et l'arbitre sont tout le temps en train de regarder en se demandant qu'est-ce qui se passe avec Jerry, que ça dérange tout le monde. Puis évidemment, c'était une heart attack. Puis je me souviens jamais du nom, je n'ai pas checké, mais le nom du médecin qui a sauvé. C'est le même gars qui est docteur à AEW là, qui parle tout le temps, Doc Samson. OK. Puis c'est lui qui ont présenté à Montréal aussi quand Tony Khan a dit c'est lui qui a sauvé Abby Jerry Lawler. Là. Ils l'ont présenté à la foule. C'est Justin Roberts, je pense, qui a parlé. T'as raison. Ouais. Puis non, c'est ça. Fait que, ils l'ont réanimé, puis même réanimé parce qu'il a été médicalement mort pendant 30 minutes. C'est fou, là. Donc, on aurait pu perdre Jerry Lawler à ce moment-là. Puis ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'y avait aucune artère bloquée. Il n'y avait pas de signe qu'il allait faire la crise cardiaque. Il était en super bonne santé. Puis c'est juste arrivé. Ouais, mais il y avait blâmé Ziggler, je pense, parce qu'à cause que Ziggler, il faisait beaucoup d'elbow drop, là, genre en consécutif. Ouais, mais c'est... Non, mais il fait quand même l'elbow dans mais comment il pouvait savoir? Non, je sais qu'il ne peut pas savoir, mais c'est ça que je dis que Lawler avait dit par la suite. Il pense que c'est à cause de... Ouais, parce que Ziggler a fait genre 5-6 elbow drop sur le chest jusqu'à le cœur. Fait que... OK. Il pense que c'est peut-être ça qui a causé ça, mais je ne sais pas s'il le blâmait tout court, ben s'il disait que lui pense que c'est ça, mais sans vraiment le blâmer. Là. Ouais, j'espère qu'il ne le blâme pas, parce que comment tu veux savoir ça, c'est impossible. Ouais, en même temps, si c'est lui qui est dans le ring à cet âge-là, ça risque et péril aussi. Là. C'est ça, exact. Donc, il avait été sauvé, un héros, le docteur qui a sauvé Jerry Lawler, un moment tragique à Montréal, mais ce qui reste un moment historique aussi. Je veux pas. Donc, on a eu peur à ce moment. Puis, tu sais, c'est live TV, hein, fait que c'est pas évident de switcher et de passer à autre chose. Non, c'est ça. Honnêtement. Puis, il est parti. Lawler est parti pendant 3 mois. 3 mois. Puis il est revenu après ça à la table des commentateurs. Puis quand il est revenu, finalement, il n'avait pas appris parce que tout de suite, quand il est revenu, il y a une storyline pas longtemps après avec CM Punk. Donc, une mini-rivalité avec M. Straight Edge. Donc, ça faisait du sens. C'est quand que Punk était leader de la Nexus à ce moment-là. Ouais. Fait que, non, c'est correct, mais il me semble que j'aurais pris. En tout cas, moi, en tant que dirigeant aussi, j'aurais peut-être pas mis Lawler dans un match après ça. Tu as vu, ils ont sorti, je te parlais de CM Punk dans Nexus, ils ont sorti les chandails, là, les vieux chandails de CM Punk sur le WWE Shop. Mm-hmm. Puis, t'as-tu vu qu'est-ce que Wade Barrett et Drew McIntyre ont dit par après? Non. Parce que Wade Barrett avait vu l'affaire avec Nexus, puis il a dit hey, rappelez-moi pas ça, c'est le pire moment de toute ma vie, puis tout, il méritait pas ça, CM Punk. Puis Drew avait reply en disant jamais un t-shirt de The Cork à avoir chandail-là sur le dos. Oh, wow! T'as vu la photo avec Jack Perry, McIntyre, sur les réseaux sociaux? Ok, fait que c'est récent, cette photo-là. Là. Ouais, c'est vrai. Ok. Try me a river, it's a real picture. Ouais. Drew, là, il est...
Mais t'imagines si maintenant. Je sais que c'est pas vrai, là. Mais t'imagines si AEW et WWE auraient un partnership ensemble, puis ils pourraient faire Jack Perry, puis jouer contre Punk, puis Seth Rollins, genre, mettons. Ouais, là. ce serait fou, là. Ça serait malade en crise, là. Ouais. La hate, elle serait facile en crise, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, je sais, là. C'est un fantasy. On fabule. Ouais, fantasy warfare. Puis pendant ces runs-là, il y a eu plusieurs combats là, de Lawler, j'en ai parlé tantôt. Il était entre autres contre Taz, contre Raven, contre Randy Orton, contre Booker T, contre Brian Kendrick, contre CM Punk. Ouais, je sais, j'ai sorti des noms au hasard comme ça. Rivalité contre The Miz, on l'a dit tantôt avec le Roger Manager. Al Snow aussi. Al Snow, ouais, exact. Big Show, il y a eu un petit programme aussi avec Big Show pas longtemps. Puis, mettons, après ça, il a été 1 an à SmackDown comme commentateur de 2015 à 2016 avec Baron Saxton. Puis après ça, avec Booker T aussi, un petit moment. Puis après ça, il y a eu quelques gigs spéciales, apparitions spéciales avec Brock Lesnar aussi qui avait attaqué Jerry Lawler. Je pense, c'est-tu Brock Lesnar qui avait attaqué Lawler ou c'était JBL? Il me semble que c'était dans la même affaire. Hein. Ben, il avait pas attaqué le gars qui est tombé, qui a fait Mace après dans dans Retribution? Ouais, c'est lui qui avait pété. Il avait défendu Jerry Lawler. Ouais, c'est ça, il avait défendu Jerry Lawler, c'est ça, exact. Parce qu'il voulait s'en prendre à Lawler à la table des commentateurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, il a fait aussi, de temps en temps, il faisait les pre-shows avec Ronnie Young avant les pay-per-views. Le panel, ouais. Le panel, fait que ça c'était quand même cool. Il a fait aussi un King Court Special en 2017 à Memphis. Avec Dolph Ziggler, qui avait justement, tu parlais de langue, il avait pris le crédit pour Lord Attack. Il en avait parlé on TV. Fait que, Ziggler était ill à ce moment-là. Ah, ça, c'est dans son build-up pour affronter Goldberg à SummerSlam, genre ça, je pense. C'était contre Goldberg? C'était pas contre... Non, Ziggler faisait beaucoup d'entrées. Il faisait des entrées d'autres lutteurs, là, maintenant. Oui, t'avais raison. C'est quand il s'est pogné contre Goldberg à SummerSlam. Tu sais, au début, il avait fait, je pense que c'était Miz TV, puis il y avait Ziggler, puis il a dit, là, ton opposant pour SummerSlam, c'est Shawn Michaels qui est parti. Puis à la place, c'était contre Goldberg. Fait que, ça, c'est un petit tease que j'ai jamais aimé, celle-là. Si ça aurait été Shawn contre Dolph Ziggler, je sais bien que ça aurait peut-être pas été comme Prime Shawn Michaels puis Prime Dolph. Ben, Ziggler, oui, là, mais Prime Shawn Michaels, ça aurait été écœurant comme match. Même ça aurait été un petit match. Même genre de match contre Goldberg, un genre Super Kick 1, 2, 3, là, enfin, ça aurait été cool pareil de voir ça. Là. Évidemment, beaucoup de monde, moi y compris, dit que Ziggler, c'est comme mini Shawn Michaels, si on veut. Là. Ah, mais dans le sens que Dolph a Super Kick. C'est une copie cheap. Là. Tu sais, je dis, ouais, cheap, peut-être pas le meilleur mot, là. C'est une copie. Une copie, pour juste dire cheap, là. Ouais. Mais il faisait encore ça mieux que Shawn Michaels encore. Non. Puis, quelque chose aussi, une mini-erreur que Jerry Lawler a faite au Royal Rumble 2018. Il avait prédit sur le panel une victoire, pas de mini-erreur, mais il avait dit Shinsuke Nakamura, c'est ma prédiction pour gagner le Royal Rumble. Puis, tu sais, on sait que c'est rare que quelqu'un va choisir le bon lutteur, surtout quand il n'est pas nécessairement impliqué pour gagner le Rumble. Fait qu'il avait dit Shinsuke Nakamura va gagner le Rumble, puis finalement il avait gagné le Rumble. Fait que ça avait été un peu, pas controversé, mais ça avait laissé un petit goût amer pour les dirigeants, mais c'est encore là. Rendu là, il aurait pu bien faire ce qu'il veut, puis ça n'aurait absolument rien changé. Il ne faudrait pas qu'il m'invite ses panels d'abord, parce qu'il n'aimerait pas ça. Pourquoi? Tu aurais une bonne prédiction, tu penses? J'aurais peut-être une bonne prédiction, ça serait plate pour eux autres. Bon. Lawler est retourné aussi aux commentaires full-time de 2019 à 2020, juste avant que la pandémie hit. Puis après ça, en 2020, il avait été remplacé par Samoa Joe. Puis c'est ce qui a mené à la fameuse photo de Samoa Joe avec le poncho à WrestleMania plus tard sous la pluie. C'est que Samoa Joe était blessé puis il voulait l'utiliser au mic. Il avait aussi fait une apparition du côté de NXT en novembre 2023.
pour choisir les compétiteurs du Iron Survivors Challenge de NXT Deadline. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça. Puis sinon, évidemment, Memphis qui a continué à s'impliquer dans la communauté de Memphis. Fait beaucoup pour la lutte professionnelle. Il a entraîné des milliers, pas milliers, des centaines, peut-être milliers aussi, des centaines de lutteurs et des dizaines et des centaines de lutteurs qui ont passé par le territoire de Memphis. On peut penser au Kurt Hennig, on peut penser au Razor Ramon, on peut penser à Damien Dallas Page, on peut penser à plein la crasse, ouais, c'est ça. The Rock, comme tu as dit tantôt, on peut en nommer plein. Là, à chaque fois qu'on fait une biographie, on en parle. Shawn Michaels qui a passé par là aussi, qui a fait des matchs. Legion of Domination, ça a commencé là. Pas semi-commencé. Ouais, Farouk avait déjà pas été là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mm-hmm. Puis, non, c'est ça. C'est ça qui est en gros. Puis Lawler, évidemment, plus récemment, il avait eu un autre stroke. Là. Il avait été malade dans les dernières années. Donc, il a beaucoup diminué ses présences télé, puis tout ce qui est devant télé, puis tout ce que pour la WWF, la lutte en général. Mais on l'avait revu récemment, puis tout le monde avait été bien content. Il y a peut-être une apparition de WWE, je pense, avec son petit pinch blanc, là, si je ne me trompe pas. Là. Il ressemblait à Dwight. Là. Ouais, c'est ça. Dans The Office. Fait que, en gros, c'est ça qui enveloppe la carrière, mon cher TJ, de Jerry the King Lawler. Puis, avant de te laisser la parole, pour moi, Jerry the King Lawler, ça représente, en numéro 1, la place numéro 1 qu'il représente, c'est toutes ces années qu'il m'a donné en tant que commentateur. M'a fait aimer la lutte en anglais, m'a fait continuer à écouter de la lutte en anglais. Il y avait juste ça, mais tu sais, m'a aidé à comprendre la lutte, à comprendre l'anglais. Fait que ça a été beaucoup ça dans mon apprentissage, lui et Jim Ross, évidemment. Ça a été la rivalité avec Bret Hart en 93. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Puis, sinon, je te dirais, tout ce qu'il a fait pour Memphis, oui, je connaissais pas nécessairement tout. J'en ai appris beaucoup en faisant la biographie puis en parlant de lutte au podcast, mais je me rends compte que tabarnouche, hein, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour la lutte puis qui a fait avancer pas mal la business. Ouais. Puis pour vrai, là, quand il était en babyface, c'est un très bon babyface aussi. Ouais. Là. Non, beaucoup de monde parle de ses runs de heel à WWF, mais ses runs de babyface ailleurs, là, il est bon. Puis en plus, avec Jeff Jarrett, c'est les deux meilleurs pour faire des punchs. Oui, absolument. Ils font les punchs de la même façon, en fait. C'est les deux meilleurs, je sais. Jarrett qui est passé sur le territoire aussi, fait qu'il a travaillé avec son père, fait que tout ça, tout est dans tout. Hein. Tout est dans tout, rien et dans rien. Fait que, évidemment, on vous en a parlé tantôt, mais allez voir toute la rivalité avec Bret Hart, allez voir les promos avec Vince McMahon sur la USWA, allez voir les promos sur le territoire de Memphis, allez voir la rivalité, si vous ne connaissez pas la rivalité avec Andy Kaufman aussi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécial. Puis, tout ce qu'il a fait, il y a des bons, des moins bons coups comme tout le monde, mais en général, Jerry the King Lawler est une figure marquante et un monument nécessaire pour la lutte professionnelle. Et si vous êtes du côté de Memphis, je suis pas mal sûr que vous allez trouver des choses qui parlent de Jerry Lawler dans la ville. C'est sur ma to-do à un moment donné d'aller dans cette ville-là, de toute façon. Ouais. La ville du blues, c'est ça? Ah, c'est Saint-Louis, la ville du blues. Ouais, laisse faire. Mais là, non. Memphis est reconnu pour quelque chose. Ah ouais, rock and roll. La ville du King, c'est ça? La ville du King, la ville du rock and roll. Yeah, we got Vegas, Los Angeles, we got Vegas, we got Memphis, we got the King of Memphis, yeah. Évidemment, on n'a pas parlé, mais il est aussi parent avec The Honky Tonk Man. Son cousin. Cousin de Honky Tonk Man. Ouais. C'est ça. Fait que c'est tout, mon cher TJ. Voici, en long et en large, la biographie. Puis, c'est rare que je fais ça. C'est rare que j'en parle en ondes. Là. Mais je suis pas mal fier de celle-là. Là, tu parles de ton travail à tout, d'avoir fait les recherches. Tu parles du podcast. Tu parles de quoi, là? Tout. Tout l'ensemble de ton œuvre. J'ai beaucoup aimé la biographie et notre discussion sur Jerry Lawler. Ouais. Puis, évidemment, on vient de terminer avec ce podcast-là le mois de juillet. On est rendu au mois de... mois d'août. Daou. Et donc, voici le mois au grand complet. Les 4 prochains podcasts, en ordre dans le désordre, on verra, là, mais voici les 4 prochains podcasts. Donc, le premier... Et oui, la rivalité
entourant John Cena contre Edge. On sait que John Cena a annoncé sa tournée d'adieu en 2025, donc une grande partie de une de ses meilleures rivalités. Si ce n'est pas sa meilleure, peut-être avec Orton, c'est la rivalité qui a fait en sorte que Edge est devenu une superstar aussi, qui a élevé Edge au niveau. Une meilleure superstar même, je dirais. Oui, exact. Donc, on va parler de cette rivalité-là et de tous les matchs qui ont entouré John Cena contre Edge. Ça va être écœurant. Et qui dit mois d'août dit SummerSlam. Et oui, on parle de Wembley qui s'en vient avec la AEW bientôt. Ben, Wembley va arriver aussi au podcast parce qu'on va faire un rétro-review de SummerSlam 92 en direct du Wembley Stadium. Évidemment, le fameux match entre Bret de Hitman Hart qui défendait son titre intercontinental contre le British Bulldog. Évidemment, il y a beaucoup d'historique dans ce combat-là. Surtout dans le match, puis avant le match, je sais qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre au match. C'est quand même assez spectaculaire. Et on ne sera pas seul, mon cher TG. Non, notre ami Christian Diano va être avec nous pour le podcast. Donc, on a bien hâte de le faire avec lui. On enregistre ça. On va être transparent. On enregistre ça demain. On a bien hâte de faire ça avec Alfredo. Donc, ne manquez pas ça. Bientôt au podcast. Oui, mais demain lundi ou demain demain au podcast qu'on enregistre, on est vendredi demain. Puis c'est dimanche prochain, je pense. On verra. Moi, je suis tout fou. Je travaille-tu demain ou je travaille pas? Ben, c'est toi qui décides. OK, parfait. Merci. Trop malade. Et pour terminer le mois de SummerSlam, un autre rétro-review cette fois-ci. Oui, SummerSlam 1999, évidemment. Stone Cold Steve Austin qui est en tête d'affiche. Triple H, Mankind, il faisait chaud. C'est-tu le Highway to Hell, ça? Non, c'est l'année d'après. Ah, ben, c'est pas l'Highway to Hell, mais c'est SummerSlam 1999. Fait que, hâte de vous en parler. Yes, et on a eu la biographie de Jerry the King Lawler et la biographie du mois d'août va être peut-être aussi longue, mais aussi divertissante. Et oui, un des meilleurs managers, music producer, entertainer de l'histoire, musicien. Et oui, l'ami, le compatriote, le bras droit de Hulk Hogan, j'ai nommé Jimmy Hart. La bouche du Sud. Exact, qui a été tellement important dans la carrière d'Hulk Hogan, dans la carrière, évidemment, le run du titre intercontinental de Honky Tonk Man, de la Hart Foundation, et j'en oublie, mais tout un manager qui a eu beaucoup de succès, puis il s'en fait plus des managers de même, ça n'existe plus. Non, c'est une denrée rare dans le monde de la lutte aujourd'hui. Oui, exact. Fait que voilà, le mois de août va être chargé et gonflé à bloc, donc on vous revoit là-dessus. Yes, fait que merci beaucoup. Puis n'oubliez pas qu'à travers la table recommence le 15 août, 20h30, un jeudi. Donc, avec, évidemment, on va avoir 2 invités spéciaux en entrevue de lutte québécoise. Vous allez quand même assez capoter, ça va être cool. Et évidemment, on va parler de lutte moderne, on va parler de ce qui s'est passé là, après SummerSlam. Et on va parler de AEW, on va parler de ce qui s'en vient au podcast et plein d'autres choses. Mais, des petits jeux aussi, on va faire un jeu ou deux, là, on promet. Yes, fait que venez nous voir live sur Facebook, Twitch et YouTube. Et sur ce, merci TJ de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure. La dernière petite note avant de terminer, je savais pas quelle tune mettre là, pour après l'audio du podcast. Là. Fait que m'a trouvé une tune d'Elvis vu que tu l'as imité 15 fois dans le podcast. Fait qu'on va mettre ça comme chanson. Tu mets ça, chanson du King Lawler au début, là? Ouais, quand on va parler au début, ouais, je vais le mettre. Mais as-tu une tune d'Elvis que tu aimes bien, que tu aimerais bien entendre après le podcast? Let me see. Let me guess something. Let me see. You ain't nothing but a hot dog, grind on time. You ain't nothing but a hot dog, grind on time. Ok, donc je vais mettre une tune d'Elvis, mais pas celle-là. Non, j'en mets parfait. Ah, pas obligé. Okay. Fait que bougez pas après la Hariba pour la tune d'Elvis qui va jouer. Je sais pas quelle tune je vais mettre encore, mais ça va être une bonne tune d'Elvis parce que Elvis, c'est pas fait de grande tune qui était pas bonne. Fait que... Ouais, pas fait de grande tune qui était à lui non plus parce que c'est un copieur, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ben là, on n'embarquera pas là-dedans. Le podcast est fini. C'est ça. Fait que merci beaucoup, Marco. Yes. Bel job, beau podcast, belle biographie. Jerry Lawler est dans le rétroviseur maintenant. On regarde vers le mois d'août et on peut vous avoir avec nous au podcast. Donc, en attendant, n'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, allez, bas!